On a fait exploser des dizaines de marques en organique avec ça. Qu'est-ce qui fait une vidéo performante sur les réseaux sociaux? Ils se disent, il a 39 heures de cours, il fait quand même 3 000 euros par mois, il a un plus gros salaire que nous. Enfin, vas-y, c'est bon, arrête, tu vois. Faire 5 000 euros par mois parce que c'est incroyable. Après 10 000, après 15 000, après 20 000, après 30 000, après 50 000. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo YouTube avec un invité spécial que vous connaissez sûrement, Mathis Febvre. Ça va Mathis? Ça va très bien et toi, merci de m'avoir invité ici, ça fait plaisir. C'est vraiment super, on va passer 2 heures ensemble et ça va être top. Donc juste moi je me représente avant la petite présentation pour Mathis. Donc moi c'est Paul, j'ai 25 ans, j'ai créé Fly, donc je suis toujours en freelance mais j'ai pour but dans les prochains mois d'être en agence. Je produis des vidéos au format vertical pour les entreprises, donc que ce soit des startups ou des coachs business. Et donc le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous apporter le maximum de valeur avec plusieurs formats. Donc que ça soit les podcasts là comme on fait là, les value assets à la Mathis Chloé pour ceux qui connaissent. Et le dernier, c'est analyser les stratégies de grosses marques qui ont explosé sur le marché et d'essayer d'analyser un petit peu que ce soit leur stratégie globale ou aussi des vidéos. Ça peut être très intéressant. Voilà. Ma présentation est faite. Mathis, est-ce que tu peux te présenter? Yes, alors moi c'est Mathis, j'ai 20 ans, bon on est un peu dans le même domaine avec Paul, moi je suis dans la vidéo aussi, donc on accompagne les marques avec mon agence, l'agence Short sur les réseaux et en publicité. On fait du coup toutes les vidéos que vous voyez au format vertical pour des SaaS, des e-commerce, des restaurants, des boutiques physiques, des formations, des agences, enfin je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais voilà un petit peu, du coup je suis en agence, j'ai une petite team, il y a encore un an j'étais en freelance et je pense que ça va être intéressant ce petit podcast justement pour vous partager un peu tout ce qui s'est passé, nos parcours et comment on a réussi un petit peu à créer tout ça et à en arriver là, quoi. Super. Donc toi, tu as commencé l'entrepreneuriat assez jeune, hein, c'est ça? Ouais, exactement. À 16 ans. Tu veux que je te raconte un petit peu Vas-y. les débuts? Ouais, donc moi j'ai commencé à 16 ans à entreprendre. Donc comment ça s'est passé? C'était assez complexe. À 16 ans, moi j'ai acheté une formation de Yomi Denzel, ça s'appelait Success Pro Elite, c'était une formation de dev perso, c'était pas dans le e-commerce, formation à 197 € et ça m'avait un peu matrixé, tu vois, j'étais un peu tombé dans le truc, je pense, dont beaucoup de jeunes sont aussi tombés dedans, et à ce moment-là, je me dis, ok, je veux absolument entreprendre, mais en vrai, il y a plein de galères, surtout quand on entreprend à 16 ans, parce que du coup, l'âge légal pour créer sa boîte, c'est 18 ans, du coup, à 16 ans, c'est soit tu fais avec tes parents, soit tu t'émancipes, du coup, c'est ce que j'ai fait, du coup, j'ai dû passer devant le tribunal pour qu'ils acceptent mon projet de création d'entreprise, donc ouais, à 16 ans, j'ai commencé, et au début, j'étais dans la création de site web. Pas directement dans la vidéo, mais ouais, j'ai commencé à entreprendre assez tôt, donc là, ça fait 4 ans maintenant là, que j'entreprends. Donc Mathis, toi, tu as commencé l'entrepreneuriat à 16 ans, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton why? Moi, je le connais parce que voilà, on bosse ensemble aussi et je te suis pas mal sur LinkedIn, mais quel est ton why? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à débuter l'entrepreneuriat? Ouais. Alors en fait je pense au début c'est un peu comme tout le monde, tu vois, je suis tombé dans l'entrepreneuriat un peu par hasard, en mode j'ai pas voulu devenir entrepreneur d'un coup, j'ai pas eu un déclic à 16 ans de me dire ok je vais entreprendre plutôt que aller dans la voie du salariat, mais bref je pense que c'est aussi un peu un cercle vicieux l'entrepreneuriat, on en discutera tu vois, mais en mode une fois que tu tombes dedans, je pense que t'as toujours, tu vois, quand tu commences t'as envie de faire tes premiers euros, de signer ton premier client, après t'as envie de faire 5 000 € par mois parce que c'est incroyable, après 10 000, après 15 000, après 20 000, après 30 000, après 50 000, après 100 000, après 200 000, tu vois, tu t'arrêtes jamais, c'est une course qui s'arrête jamais. Et du coup, c'est un peu cet effet-là. Mais pourquoi j'ai entrepris? En fait, je pense à 16 ans quand je me suis lancé. Moi, je vais d'une classe moyenne, tu vois. Je suis pas une classe, je suis pas pauvre de base, tu vois. C'est vraiment classe moyenne classique. On est bien pour vivre, mais on n'a pas de quoi non plus se payer 4 vacances dans l'année. Enfin, on vivait bien, quoi. De quoi manger, de quoi avoir des bons vêtements, quoi. Et mes parents ont énormément donné pour moi, tu vois. On roulait pas sur l'or non plus. Et du coup, ils ont toujours sacrifié un peu, tu vois, leur vie pour me donner moi et ma sœur, du coup, avec qui je bosse justement aujourd'hui. Ils ont beaucoup donné pour nous, justement, pour qu'on puisse apprendre à l'école, avoir des beaux vêtements, manger à notre faim, manger tout ce qu'on voulait, etc. Et pas se priver, on va dire, et avoir une belle enfance, une belle éducation, une belle jeunesse. Et du coup, moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, je voyais plein de gens sur Internet, dont Yomi, plein de gens qui avaient transformé leur vie, tu vois, qui partaient de zéro et qui arrivaient à des sommes qui étaient astronomiques, qui faisaient des empires qui étaient astronomiques. Et je me disais, putain, mais c'est pas possible. Si eux, ils y arrivent, tu vois, pourquoi j'y arriverais pas? J'arriverais pas à faire pareil. Il y a forcément quelque chose qui est possible, ou en tout cas quelque chose qui est faisable dans la vie. Et du coup, je me suis lancé avec comme l'objectif, et c'est encore aujourd'hui un peu la même chose, tu vois, à 16 ans quand j'étais dans ma chambre, j'avais écrit, je me rappelle sur une feuille, j'avais pris une feuille, c'était les exercices de Yomi ça à l'époque, t'écris ton why, t'écris ta projection dans 5 ans, la personne que tu veux être, et il y a encore dans la chambre de mes parents une pochette marron, genre noire, avec les raisons en mode pourquoi j'entreprends. Bon, j'avais 16 ans, du coup il n'y avait pas toute la maturité du monde, j'écrivais comme ça avec mon stylo, mais ça y est encore, et en vrai ça n'a pas changé, tu vois, il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que la première raison déjà c'est parce que tu sais j'ai envie de rendre fier mes parents et un peu de pouvoir les remettre
remercier. Et il y a plein de manières, tu vois, je pense, de remercier l'éducation qu'ont donné tes parents. Il n'y a pas que du tout par la voie de l'entrepreneuriat et en leur offrant des choses ou quoi. Mais j'ai envie je me dis, tu vois, il y a plein de choses. Par exemple, mes parents, ils n'ont jamais voyagé. Ils sont vraiment quasiment jamais sortis de la France. Ils n'ont jamais découvert d'autres pays, d'autres cultures, rien. Et parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, tu vois, de se payer un voyage comme des fois pas mal le font, au Japon, en Asie, peu importe. Enfin voilà. Et du coup, j'ai voulu entreprendre au début pour me dire, ok, un jour, justement, je pourrais leur offrir tout ça. Ils pourront profiter de tout ça dans leur vie en étant vivants, en étant en forme. Et ils pourront justement voyager, visiter des pays, s'acheter des choses qu'ils n'auraient jamais pu s'acheter. Donc ça, je pense, c'est la première raison de pourquoi j'entreprends. Et c'est celle qui me drive tous les jours. Tu vois, je me lève pour ça en me disant, ok, je vais offrir ça à ma mère, je vais offrir ça à mon père. Dans 5 ans, je pourrais les mettre à la retraite. Enfin, c'est vraiment la raison numéro 1. Et je pense la raison numéro 2, et c'est aussi un peu la valeur commune de tous les entrepreneurs, c'est... tu vois, moi, à l'école, que ce soit avec les professeurs ou dans mes jobs étudiants, quand j'avais des patrons, tu vois, je supportais pas ce truc-là où tu dois arriver à 9h, tu dois partir à midi, tu as une pause de 1 heure et pas 1 heure 10 minutes, sinon tu te fais engueuler. Et du coup, j'avais vraiment envie de ce truc où je suis libre, je fais ce que je veux et surtout, je taffe sur un truc en mode qui me drive. Tu vois, chaque matin, je me lève en me disant, putain, je suis content de développer un truc et c'est un truc qui m'appartient. Plutôt que me lever et me dire, ok, je vais à l'école pour apprendre des choses qui me passionnent pas, dont j'ai pas envie d'apprendre et du coup, je suis obligé de me lever parce que j'ai pas le choix, quoi. Mais c'est Voilà. fou d'avoir, je trouve, on va dire, parce qu'en fait, moi, je l'ai eu plus tard, cette notion-là, parce qu'avec les, comment dire, les différentes expériences que tu as dans le salariat, mais toi, tu n'avais même pas eu cette expérience de salariat qui t'a un petit peu dégoûté, tu vois, et dès le début, tu as eu ce truc de te dire, je veux pas, mais pourquoi? Parce que tu avais vu tes parents, parce que... Ouais. Parce que aussi, t'es un peu la génération, enfin on n'a pas beaucoup d'années d'écart, on a 4-5 ans d'écart, mais c'est un peu la génération, je vais pas dire que l'entrepreneuriat c'est à la mode, tu vois, mais tout le monde veut faire un peu ça. Et ouais, pourquoi enfin j'essaye de pousser un petit peu, mais pourquoi l'entrepreneuriat, quoi? Tu t'es dit... Ouais, c'est dur en vrai à dire, tu sais que c'est un peu inexplicable, je pense, je suis tombé dedans. C'est trop bizarre en fait, je suis tombé dans un truc où j'ai choisi de tomber dedans, mais à la fois j'ai pas choisi de tomber dedans, genre je suis vraiment tombé dedans. Et tu vois, quand j'ai commencé, en fait je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ce truc, et je le dis souvent dans mes posts LinkedIn, c'est que j'ai toujours eu ce truc où je me disais, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais y arriver, tu vois, genre ça, je sais que je vais y arriver. Et peut-être, ouais, ça a été hyper difficile, mais peut-être pas si difficilement que ça. Je sais qu'il y a une autre voie que le salariat, et je vais y arriver, du coup j'ai poussé. Et l'autre truc, c'est aussi que, ouais, je pense que c'est d'une part par rapport à mes parents et l'entourage que j'avais, tu vois, moi j'ai pas une famille d'entrepreneurs. Mes proches, j'ai pas de proches entrepreneurs et du coup je voyais des gens qui travaillaient, qui allaient au taf tous les matins sans être épanouis, qui répéter ça tous les jours de l'année jusqu'à 40, 50, 60 ans. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas avoir cette vie sachant que j'ai 16 ans et du coup ça veut dire il me reste 50 ans, 50 ans de souffrance, genre tu vois, c'est pas possible. Et du coup je pense que c'est ça aussi en voyant mon entourage, mais c'est vraiment où je suis tombé dans un truc au fur et à mesure où je me suis enfermé dans un truc et je me suis dit, tu vois, quand j'ai commencé à entreprendre à 16 ans, c'est trop bizarre, mais j'allais taffer à la médiathèque après le lycée. C'était pas une option. Genre, tu sais, j'étais pas là en mode est-ce que je vais taffer ou est-ce que je me repose un peu. Non, genre à partir du moment où je me suis dit je vais taffer. C'est presque une mission, quoi. Ouais, c'est une mission, genre vraiment. Genre à partir du moment où je me suis dit je vais taffer, j'ai jamais eu d'autre option que taffer. Tu sais, genre quand je me lève le matin, même aujourd'hui encore, je me dis pas est-ce que je me lève à 6 heures pour travailler ou est-ce que je me repose un peu. Vraiment, je me suis jamais posé la question. Tu sais, non, je me lève et je vais travailler. Plus ou moins bien, en étant plus ou moins productif, mais je vais travailler, quoi, tu vois. Et quels ont été tes modèles? Si tu m'as parlé de Yomi, c'est ça? Est-ce que c'était exclusivement lui? Est-ce que tu as eu d'autres modèles qui t'ont inspiré? Ouais, alors mon plus gros modèle c'est quand même Yomi, ça reste Yomi, je pense que c'est l'entrepreneur qui était le plus visible, en tout cas pour quelqu'un de mon âge à 16 ans, c'est le dropshipping explose, le monde de la formation aussi, du coup forcément le mix des deux ça fait bien sortir Yomi, et encore aujourd'hui, tu vois, et justement il y a pas longtemps j'ai eu l'occasion de le rencontrer, on en discutera, mais bref, bel accomplissement. Mais non, je pense que c'est Yomi quand même mon plus gros rôle, tu vois, avec je me rappelle quand je regardais ses vidéos, tu sais, il partait de rien, il disait qu'il partait de rien, il avait offert une voiture, je crois que c'était une Tesla à sa mère, je sais pas si t'as vu la vidéo. J'ai vu. Elle est incroyable la vidéo. Il offre une Tesla à sa mère, il offre une Rolex, je crois, à son père. Après, il offre un peu plus tard, mais une voiture à son frère. Et bref, je me disais, c'est ouf quand même, il démarre de rien. Et il a réussi à faire tout ça, c'est quelque chose qui est possible. Et donc non, je pense vraiment mon modèle, ça va être lui. Après, j'en ai eu d'autres, tu vois, quand même. Genre par exemple, il y a James, que je pense qui est un petit peu moins visible que Yomi, mais quand même que beaucoup connaissent, peut-être ceux qui regardent le podcast connaissent. James Saleh, qui a fondé Podspace, justement, peut-être que tu connais. Je vois de nom, ouais. Voilà, et j'ai acheté aussi sa formation. C'est la deuxième formation que j'ai achetée après celle de Yomi. C'était une formation, à l'époque, elle coûtait 600 €, je crois, c'était en promo, je l'avais eu. C'est sur le SMMA, c'est marketing digital, j'avais appris à coder des sites et ça m'a fait avoir mes premiers clients. Et du coup, c'était un premier modèle où je me suis dit, ok, let's go, lui aussi il y arrive, c'est un mec normal, je vais y arriver, tu vois aussi. Mais voilà, pas d'autres modèles en tête en tout cas. Super, très bien. On va passer un petit peu sur
la partie business, moi j'avais une question aussi. Pourquoi tu as été sur la vidéo? Parce qu'au début, tu faisais des sites aussi. Ouais. Ça, pourquoi la vidéo et pas au final avoir plus poussé sur, Ouais. sur les sites internet, pardon. Ouais, alors, pareil, tout s'est fait par hasard, on dirait, mais ça s'est vraiment fait par hasard pour le coup. Moi, je vendais des sites, donc j'ai appris à faire des sites avec la formation de James. Je faisais des sites très classiques, hein, WordPress, template Divi pour ceux qui connaissent. Et je vendais ça et j'ai eu mon premier client justement par rapport à ça. C'était un hôtel. J'ai vendu mon premier site 1 200 euros. Donc, tu vois, j'étais vraiment hyper content quand t'as 16 ans, tu vends un site 1 200 euros, t'as l'impression d'être millionnaire. Du coup, la vie là, elle était terminée pour moi, mais c'était incroyable. Je me rappelle, j'ai tellement stressé, j'ai bossé un mois dessus non-stop, même après encore. Enfin bref. Mais du coup, j'ai commencé par vendre des sites. C'est le seul client que j'ai eu en site web, alors que vraiment, j'ai vraiment cherché. J'ai appelé 300 restaurateurs à la main pour leur vendre des sites. J'avais fait des stratégies de ouf, genre vraiment. Et c'est ça aussi beaucoup sur LinkedIn que les gens voient pas. C'est qu'on dirait en vrai, parce que l'ascension elle s'est fait assez vite, que j'ai démarré dans ça et ça a pété d'un coup et j'ai eu de la chance. LinkedIn ça a pris, mais en vrai, il y a des années de travail derrière. C'est juste que j'ai commencé tôt. Du coup, ça se voit pas forcément, mais de mes 16 à mes 18 ans, vraiment, j'ai galéré sans signer un client, c'était l'horreur. Je faisais que travailler, je me levais à 5 heures, j'avais aucun résultat, c'était horrible. Bref, vraiment, c'était vraiment compliqué. Mais du coup, un jour, je suis allé à un rendez-vous client j'ai raté les cours pour ça. C'était un client, j'avais 17 ans, j'avais cours de SVT, je me rappelle. Et j'allais dire à mes parents, vas-y, je vais pas aller au cours de SVT, j'ai un rendez-vous qui est important. C'était une belle boîte. Au moment où j'étais, c'était vraiment une belle boîte pour moi. Que je citerai pas, mais c'était une belle boîte. Et du coup, je suis allé au rendez-vous et ils m'ont dit, nous on veut, bon, super bizarre, mais nous on veut pas de site web, parce que j'y allais pour vendre un site web, nous on veut pas de site web, mais on veut des vidéos TikTok. Et du coup, je me dis, ok, bah, j'ai jamais fait, mais tranquille, je vais le faire. Tu sais, tu connais, au début, t'acceptes. Tu Allons-y, dis, quoi. let's go, t'es pas Ouais. beaucoup payé, t'es quasiment pas payé, mais tu le fais, quoi, et t'essayes. Et en fait, du coup, j'étais avec mon meilleur ami à ce moment-là, Julien, que t'as rencontré, du coup, justement. Et on s'est dit, bah, let's go, on va se lancer, on va tenter, on va faire des vidéos, on va voir ce que ça donne. Et on est parti sur le format micro-trottoir. Et en 2025, c'est hyper classique de faire du micro-trottoir. Mais on était, je crois, je sais pas c'était exactement quoi, mais 2021 peut-être, Ouais, tu donc vois, c'était tôt, quoi. 2022. Donc c'était vraiment tôt, tu vois. Il Ouais, y avait ouais. personne qui faisait ça, surtout des challenges, vu que c'était de la food, des challenges comme ça. Et on a fait une fois une dégustation par hasard sur une vidéo assez classique. Et en fait, la vidéo, elle a pété, elle a fait 1 million de vues. C'est le premier mois, tu Ok. vois. 1 million de vues, le compte, il est monté à 10 000 abonnés d'un coup sur TikTok. Et du coup, on s'est dit, ok, il y a vraiment un truc à faire. Et depuis ce moment-là, en fait, où je me suis dit, ok, il y a un truc à faire que je maîtrise. Pas comme les sites web où juste j'arrive à le faire, mais en vrai, je maîtrise rien du tout. Là, je maîtrise vraiment. Du coup, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, je vais faire de la vidéo. Et encore une fois, tu sais, je sais pas pourquoi, après, c'est une mission, j'ai jamais arrêté. Genre, je me suis jamais dit dans ma tête ou laissé la possibilité de proposer un autre service. Ok. J'ai fait de la vidéo et j'ai bombardé la vidéo et je pense vraiment tous ceux qui entreprennent devraient faire ça. Tu vois, tu mets un truc, tu bombardes ce truc et tu dévies jamais. Genre, tu restes, Mhm. à part si pendant 2 ans tu le fais, ça marche pas. C'est pour ça les sites, j'ai bien fait de changer. Mais quand un truc prend au départ, faut continuer jusqu'à la mort, tu vois. Intéressant en plus, on en parlera après des formats qui Ouais. fonctionnent bien, mais dont le micro-trottoir, c'est vraiment une bonne stratégie. Mm. J'avais une question aussi sur ton passage de freelance Ouais. à agence. C'est quoi un peu la différence, toi, que tu vois? À quel moment aussi tu es passé de freelance, Ouais. en agence? Ouais. À quel moment de ton histoire? Ouais. Ok, bah là justement, après ce que je raconte, donc quand j'ai signé ce client-là, il y a eu énormément de galères encore après les 1 2 années. J'ai vraiment encore fait 2 ans sans clients, ou en tout cas en ayant très peu de clients et en galérant, quoi. Sachant que j'avais encore les études à côté, j'ai déménagé à Bordeaux à ce moment-là, donc c'était un peu complexe. Mais du coup, quand je suis arrivé à Bordeaux, pareil, j'ai proposé des vidéos gratuitement aux boîtes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais voilà, et après j'ai bossé pendant, on va dire, je suis arrivé à Bordeaux en septembre 2022, Ok. tu vois. Et je suis passé en société en juillet 2024. Ok. Donc on va dire il y a eu un peu moins de 2 ans 2 ans. pour la transition. Du coup, avant cette transition, donc j'étais en freelance, donc c'est-à-dire que bah, en vrai mon taf dépendait mon revenu dépendait de mon travail. Donc si je travaillais, je gagnais de l'argent. Plus je travaillais, plus je gagnais d'argent. Si je travaillais pas, je gagnais pas d'argent. Et du coup, c'est là où vraiment j'ai fait mes preuves. Donc c'est là où je me suis démarqué, où j'ai essayé de travailler le plus possible, où je faisais autant les concepts que les scripts, que le tournage, que le montage, que la gestion de projet, que ma comptabilité, que je faisais absolument tout. Et c'est là où j'ai réussi un petit peu à me démarquer, à aller chercher mes premiers clients. Puis forcément, du coup, tu peux plus investir, tu as une bonne marge, vu que tu es en freelance, tu n'as pas d'équipe ou de grosses charges à payer, donc c'est cool. Et la transition, du coup, elle s'est fait en petit à petit, tu vois, c'est pas d'un coup net, tu transitionnes, c'est petit à petit, mais on va dire ça a commencé en mai-juin 2000, parce que mai, c'était un mois hyper compliqué, mai-juin 2024, jusqu'à, c'est un peu long la transition, tu vois, jusqu'à août. Ok. Août-septembre, septembre c'est le premier mois où vraiment full société, très bien. Mais voilà, jusqu'à août-septembre, transition. Et du coup, la transition, elle est pas facile à prendre, même si elle se fait petit à petit. Donc, c'est pas la transition où d'un coup t'es freelance et d'un coup t'es agence et t'as une équipe de 10 personnes. Genre, tu vois, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est pas si compliqué que c'est juste un truc qui suit son cours. Et tu vois, si t'es destiné à gérer une agence,
tu vas le faire. C'est juste que c'est vraiment pas les mêmes tâches et les mêmes compétences. Quand tu es en freelance, c'est vraiment ta qualité à produire, dans mon cas, à produire des vidéos qui va déterminer si tu es un bon freelance, tu vois, et si tu peux satisfaire tes clients. Quand tu es en agence, aujourd'hui à mon stade, c'est la capacité à bien manager les personnes pour qu'elles fassent des bonnes vidéos, tu vois, ou bien manager le chef de projet pour qu'il organise bien C'est un boulot différent. Voilà, c'est hyper différent, tu vois, c'est plus de management et de gestion. Et en fait, il faut essayer de faire pour que mettre les bonnes personnes, comme je suis avec toi, tu vois, par exemple sur le copywriting, mais mettre les bonnes personnes sur chaque domaine pour que sur un domaine précis, la personne soit meilleure que toi. Mais que toi, tu saches chapeauter le tout, mais qu'une personne sur le copywriting, elle soit meilleure que moi, tu vois. Et ça, c'est vraiment mon but, que les membres de ma team soient meilleurs que moi sur tous les sujets. Et petit à petit, mine de rien, vu que quand tu te sors de l'opérationnel, c'est rapidement le cas. Vu si pendant 3 mois, tu n'as pas forcément fait de tournage, forcément, les personnes dans ton équipe qui font des tournages toutes les semaines, elles vont être meilleures que toi, elles vont maîtriser le truc. Donc non, ça s'est fait petit à petit, mais c'est quand même complexe, autant vis-à-vis des clients, de l'image que tu renvoies, tu es obligé de tout transitionner, sur LinkedIn, comment tu le dis, dans ton travail, comment délivrer, puis surtout avec les clients que tu as au début. Après, tu me poseras peut-être des questions précises, mais surtout avec les clients que tu as au début quand tu es en freelance. Moi, c'est ça le pire, mais c'est les clients que j'avais au début en freelance où je faisais tout seul, leur faire accepter que je suis en train de passer en agence. Et du coup, que demain, c'est peut-être plus moi qui vais venir au tournage. Bien sûr. C'est cette personne-là, mais qui fait aussi bien le travail. Mais des fois, ils ont du mal à accepter, à comprendre. Tu vois, ils se disent en mode, ça y est, ça s'est développé, il arrête de travailler, alors que c'est pas le cas. Genre vraiment, ça n'a rien à voir. Parce que toi, j'imagine que quand tes clients viennent te voir, ils viennent te voir aussi pour toi. Ouais, beaucoup. C'est logique. Ouais. Beaucoup. De moins en moins quand même. Petit à petit, du coup, ça fait plaisir. Genre ces derniers mois, quand même, c'est beaucoup moins ça. Ils viennent surtout pour l'agence et pour la preuve sociale qu'on a. Et au début, tu vois, c'était vraiment, je viens pour Mathis Fèvre. Ouais. Et ouais, je veux bosser avec Mathis. Ouais, Mathis, il a fait ça. Là, c'est pour l'agence short, tu vois. Et du coup, je viens pour l'agence short. Et puis, c'est la vérité, tu vois. S'il venait que pour moi. T'as envie de te détacher un petit peu de ça, d'accord. Quand même, puis c'est que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans l'opérationnel, si tu mets que Mathis Fèvre dans l'agence short, il n'y a pas de vidéos qui vont sortir, tu vois. C'est que c'est l'agence short en général qui arrive à faire sortir toutes les vidéos que vous voyez. Donc, ouais, j'essaye de me détacher un peu de ça. Mais c'est vrai que la transition, il y a encore des clients qui viennent pour Mathis, mais c'est normal. Puis ma com LinkedIn aussi, c'est ce qui m'apporte mes clients. J'allais dire, ouais. Donc, ouais, c'est un petit peu complexe. Je pense que tu le vois, tu vois, même toi dans ta situation. Mais je sais pas comment tu vis, toi, ça, justement. C'est intéressant en vrai que je te pose aussi des questions, mais comment tu le vis un peu ça, le passage en mode. Toi, tu es en freelance et du coup, tu transitionnes un peu en mode agence. Mais comment tu le vis? C'est quoi les difficultés que tu as? C'est quoi les peurs que tu as? Moi, les peurs que j'ai là, c'est d'avoir trop de clients à gérer et de pas pouvoir bien déléguer et surtout les délais. Ouais. Ça, les délais qui me fait un peu plus peur. Et puis, en fait, de garder la même qualité. Ouais. Parce que le truc, c'est que c'est bien délégué, mais il faut avoir exactement. Enfin, moi, je suis assez perfectionniste. J'aime bien quand tout est carré. Et si c'est pas assez carré, si c'est pas comme moi j'avais voulu faire, ça va pas, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais revenons à toi, Mathis. Quel a été on va dire le moment déclencheur de ton parcours plus? Est-ce que tu en as un en tête ou c'est compliqué de dire voilà, il y a un truc, parce que je sais que toi, on te connaît aussi beaucoup pour LinkedIn. Ouais. Est-ce que LinkedIn, ça avait partie de quelque chose? Enfin, c'est grâce à ça c'est ça un peu qui t'a fait quand même exploser, non, sur Ouais, alors un moment déclencheur, je pense qu'il y en a plusieurs quand même où tu sais, je me dis ok, ça m'a fait vraiment rentrer dans le bain de l'entrepreneuriat. Je pense que le premier, il y en a plusieurs, c'est par étapes. Je pense que le premier, c'est le fait d'avoir créé ma boîte et d'être passé au tribunal pour m'émanciper et créer ma première micro-entreprise à 16 ans. Je pense que c'est la première étape où, quand tu fais toutes tes démarches, c'est vraiment long. Genre, j'ai commencé les démarches à 16 ans, j'ai eu ma micro-entreprise à 17 ans. Il y avait un temps de transition où j'avais mes premiers clients, c'était un peu la galère. Mais voilà, c'est la première étape où, ok, tu te déclares, tu te dis, bah maintenant, il faut faire quelque chose, tu as une micro-entreprise, quoi. Et tu n'as pas fait tout ça pour rien, tu t'es pas émancipé, tu n'es pas allé au tribunal, tu n'as pas justifié ton projet devant le procureur pour, au final, signer aucun client, quoi. Du coup, ça, c'est la première étape, je pense, un peu dans mon parcours. La deuxième, je pense, c'est une petite, mais c'est le déménagement à Bordeaux. Je suis passé quand même d'une petite ville, petit village, à une grande ville. Là, c'est vraiment pour moi déjà tu changes de paradigme, genre tu changes vraiment d'environnement et ça tire vers le haut. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et le troisième, je pense, c'est le plus gros pour le coup, ce qui m'a fait vraiment rentrer dans le truc et ce qui m'a fait scaler le plus rapidement possible, c'est le fait d'arrêter les études. Ouais. Quand je faisais les études, tu vois, j'avais un plafond entre guillemets, même si je pouvais le dépasser, mais tu vois, c'était dur au niveau de la gestion et au niveau du travail, vu que j'étais en freelance, de dépasser le plus gros mois que j'ai fait, je crois, c'était 5000 par mois, ce qui est déjà propre. Ce qui est bien avec les études. C'est incroyable. Mais voilà, 5000 par mois à côté des études. Et j'ai arrêté les études en octobre 2023. Ça fait déjà un moment quand même. Octobre 2023, et tu vois, en novembre, je sais plus si c'est novembre ou décembre, mais j'ai fait mon premier mois à 10K, tu vois. Donc j'ai doublé mon chiffre en 2 secondes juste parce que je me suis libéré. J'avais 39 heures de cours, donc 39 heures dans la semaine. Donc je pense que le plus gros game changer, moi,
Et j'incite pas les jeunes, si jamais qui nous regardent, à arrêter les études. C'est vraiment pas ça qui m'a fait. Je faisais déjà 5 000 par mois côté des Exactement. études, j'avais déjà beaucoup de clients, j'avais déjà une activité qui tournait, qui marchait, de l'argent qui rentrait tous les mois. Donc vraiment, j'ai pas arrêté d'un coup en mode let's go et ça a changé ma vie d'arrêter les études, non. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qui m'a fait vraiment accélérer. Et juste, c'est logique, tu vois, j'ai eu beaucoup plus de temps. Et j'avais plus que ça à faire, quoi. Vu que je venais d'arrêter les études, j'avais pas de diplôme, donc j'avais pas le choix de travailler, quoi. Et moi j'ai une question aussi, comment tes parents ils ont réagi à ça? Ouais. Parce que c'est sûr que pour des parents on va dire qui sont de l'ancienne génération, hein, c'est logique. Comment toi ils ont réagi? Est-ce qu'ils l'ont bien pris? Est-ce qu'ils l'ont... Voilà, ils ont pas trop compris ce que tu faisais? Comment eux ils ont réagi quoi? Ah bah moi justement je pense que j'ai de la chance par rapport à ça et je le dis souvent sur LinkedIn, c'est qu'ils ont compris vraiment à 200%. Genre j'ai vraiment pas des parents qui se sont opposés à ça pour le coup et ça c'est rigolo mais à ma dernière année d'études, en fait il y a eu ma première année d'études, j'ai arrêté à la deuxième. J'ai fait une semaine de ma deuxième année d'études. À ma première année d'études j'en parlais des fois à mes parents, surtout à la fin que j'en avais marre, que je commençais déjà à avoir, tu vois, je faisais 2 000 à 3 000 € tous les mois, je me disais ok j'ai quand même de quoi vivre si je veux, mais mes parents au début me disaient ouais mais continue peut-être un peu, c'est important les diplômes, et au bout d'un moment je leur en parlais tellement que c'était eux qui me disaient franchement c'est bon arrête, tu vois, parce que même eux ils avaient jamais vu ça de Ouais. leur vie, je fais de l'argent avec internet, ils se disent il a 39 heures de cours, il fait quand même 3 000 € par mois, il a un plus gros salaire que nous, enfin vas-y c'est bon arrête, tu vois. Et c'était eux justement qui me disaient en mode t'inquiète, quand je leur en Mhm. parlais parce qu'ils sentaient un peu que j'avais peur par rapport à leur réaction, ils me disaient ouais t'inquiète c'est bon, arrête, Ok. au pire t'auras le temps de reprendre, c'est pas grave, pas de pression quoi. Et non, par rapport à ça, moi mes parents ils ont été hyper conciliants et c'est pour ça aussi que je suis hyper reconnaissant, et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait passer aussi rapidement dans un truc où, parce que j'ai eu, et on en parlera, mais une de mes raisons c'est pas ma réussite, mais on va dire où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi mon environnement. J'ai un environnement qui est vraiment parfait, Ouais. et on en parlera, mais c'est aussi une chance et que tout le monde n'a pas. Mais ouais, non, mes parents, dès le début, ils ont été hyper conciliants. Que je me rappelle, quand j'ai arrêté les études, j'ai pris un billet de train, je suis allé les voir du coup, dans ma maison où j'ai grandi, entre guillemets, et je suis allé les voir chez eux, quoi. Et je leur ai annoncé que j'avais arrêté les études. J'ai une vidéo, Ouais. j'ai une vidéo que je mets sur LinkedIn des fois, et je leur ai annoncé, et tu vois, pas du tout en mode, pas mauvaise réaction, genre ma mère elle pleurait de joie, mon père il me prend dans ses bras, enfin c'était une Mhm. scène incroyable, tu vois, ils étaient hyper contents, et ils étaient fiers, tu vois, ils se disaient ça y est, il a franchi le cap, et maintenant c'est le moment de rentrer dans la vie d'adulte, tu vois. Mais non, du coup, hyper conciliant mes parents. Super. Et puis même pour toi, ça t'a permis aussi de te projeter, quoi. Parce Ouais. que après, bon, on sait, enfin voilà, on respecte les réactions des parents, tu vois. Mm. Mais c'est sûr que si t'avais été, si tes parents ne t'auraient pas poussé autant, ça aurait fait, Mm. t'aurais pu y arriver aussi, hein, mais ça aurait été un peu plus problématique pour toi, quoi. Compliqué, ouais, je pense que ça c'est une facilité de ouf, C'est ça. quand tes proches, ceux qui Te sont les plus soutiennent, proches ouais. de toi, ils te soutiennent, quoi. Tu vois, Mm. ça te donne envie. Puis hors de ça, le fait qu'ils me soutenaient, c'est que mes parents, par exemple, même ma mère et mon père, la première année où je me suis lancé à 16 ans, en vrai, je connaissais rien, j'avais aucune compétence, aucune connaissance. Ils me répétaient tout le temps que j'allais y arriver. Et ça te Ça, c'est incroyable. conditionne à réussir, tu vois. Tu te dis. Incroyable. Et c'est pour ça, je pense que dès le début, je me suis dit, je vais réussir. Genre, parce que j'ai pas grandi dans un environnement où mon père, il croit pas en moi, où ma mère, elle s'oppose à ce que je fais, où je suis tout seul, je suis obligé de quitter la maison. Ça aussi, j'ai cette chance d'avoir un environnement qui m'a aidé de ouf, tu vois. Et ça explique aussi la croissance, quoi. Ça fait le lien. Enfin, moi, enfin, j'aimerais bien faire aussi le lien avec la famille, parce que là, tu poses du coup avec, en Mm. famille, hein, Mm. clairement. Mm. Tu poses avec ta, du coup, je vais te Ouais. laisser avec ta sœur, c'est ça? Ouais, exactement. Je bosse avec ma sœur, du coup, Clarisse. Ça fait quand même un petit moment là qui gère du coup pas mal de tournages dans l'agence. Donc ouais, ça, il y a des points positifs, il y a des points négatifs de travailler en famille. Je me rappelle même quand je l'ai annoncé sur LinkedIn, ça peut faire débat, mais bon, bref, il y a des points positifs, des points négatifs, tout le monde le sait. Mais je trouve quand même que, en tout cas par rapport à ma situation et ma vision à moi, le positif l'emporte vraiment largement sur le négatif. Du coup, ouais, avec Clarisse et avec Maëlie, du coup aussi ma copine qui gère des tournages dans l'agence également. Et un jour, j'aimerais bien peut-être avec mes parents, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Mais j'aimerais bien. Voilà. Ok, super. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais Ouais. je t'ai pas posé la question. Comment tu as trouvé tes premiers clients, toi Ouais. on va dire pour lancer un peu. Parce que tu disais que tu avais fait 5 000 € quand tu étais encore étudiant. Ouais. Mais comment tu faisais un peu? Tu faisais beaucoup de prospection, de démarchage. C'était un peu, ils venaient à toi. Enfin, comment tu faisais à cette époque-là, quoi? Yes, alors, mes premiers clients, du coup, mon premier client, c'était via mon réseau. Le premier que j'ai eu, l'hôtel où j'ai vendu un site web, c'était le papa d'un ami. Il se reconnaîtra s'il verra la vidéo, même si je pense qu'il la verra jamais. Mais voilà, c'est via mon réseau, du coup, ce premier client, réseau assez éloigné, tu vois, quand même, je suis allé le chercher, donc c'est cool. Et ensuite, j'ai fait énormément de choses pour aller chercher des clients. Je me rappelle, je faisais du lead sourcing, j'étais au lycée, du lead sourcing en classe pour aller chercher un maximum de prospects. J'avais, tu sais, je sais même plus c'est quoi parce que je le fais même plus aujourd'hui, mais tu sais, je cherchais des scrappers, des outils pour scraper depuis un site, depuis un LinkedIn, depuis un Instagram, depuis tout. Je scrapais les mails, les numéros de téléphone et je constituais une base un peu de lead sourcing justement pour aller chercher des prospects. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'avais une énorme base et j'étais avec Julien justement, j'avais une base de 300 prospects, on va dire. Et chacun à la main, je les appelais.
et je connaissais rien, je parlais à des restaurateurs, c'était des restaurants que j'allais chercher, du coup je parlais à des restaurateurs qui avaient, on va dire, 60 ans, moi j'avais 16 ans, il y avait un décalage de ouf, du coup forcément, dis-toi j'ai fait mais vraiment 300 appels, genre j'ai eu 0 client, Ah ouais. je les rappelais, Call. j'ai eu 0 client, j'ai juste un client, il m'a dit, je me rappelle c'est un restaurant, j'ai encore le nom, je vais pas le dire, mais c'est un restaurant sur Montpellier qui m'a dit, parce que j'allais dans toute la France en plus les chercher, c'est un restaurant de Montpellier qui m'a dit, bah si un jour tu passes sur Montpellier, tu pourras venir manger gratuitement et j'étais hyper content, j'étais là, Ouais. incroyable, je peux manger gratuitement dans un restaurant. Mais du coup, non, le call ça a pas marché pour moi parce que j'avais un gros décalage, mais je pense que ça marche, il n'y a pas que de stratégie perdante. Mais les vrais premiers clients, comment je suis allé les chercher? C'est juste que j'ai vendu des vidéos gratuitement, tu vois, aux boîtes, et en vrai, c'est la technique la plus simple. Je suis allé voir les boîtes, ok, mes vidéos coûtent 0 €, est-ce que vous les voulez? Bah, en vrai, on a quand même refusé, mais bon, logiquement, ils sont pas trop de raisons de refuser. Du coup, ils acceptaient, et c'est à partir de ce moment-là où il fallait vraiment que mon expertise et mes compétences que j'avais en vidéo, elles soient mises en avant et que j'arrive à justement avoir des grosses performances sur Instagram, TikTok, etc. pour qu'ensuite elles se disent, ok, bah, peut-être je peux aller payer du 50 € la vidéo chez cette personne-là si le travail est quali, quoi. Donc, c'est vraiment via la vidéo gratuite que j'ai réussi à avoir mes premiers clients. Ok. Et c'était quoi un peu ta cible au début? C'était quoi? C'était plus des entreprises, des PME, des startups, des restaurants? Yes. Comment toi tu t'es positionné au début, quoi? Bah, au début, je suis allé au plus simple. Du coup, c'est super dur. Tu sais, tu vas pas au début. C'est impossible de cibler les SaaS quand tu as 16 Ouais. ans et tu connais pas, tu n'as aucun réseau, tu n'as rien, tu sais même pas ce que c'est un SaaS. Enfin, du coup, je suis allé au plus simple. J'allais voir les boutiques physiques. Donc, les Ok. boutiques, on va dire, quand je suis arrivé à Bordeaux, je vais partir de là, comme ça, c'est Bien déjà sûr. quand je faisais de la vidéo. Donc, je suis allé voir tous les restaurants de la ville et je les ai contactés sur Instagram. Je me rappelle, il n'y avait pas de strat, hein. Je faisais des audios sur Instagram et j'ai vu ce que vous faisiez. Justement, j'aimerais vous proposer 2 ou 3 petites vidéos gratuites. Je vais au resto, je vous dérange pas, je fais des vidéos et voilà, vous postez si vous avez envie. En tout cas, je vous les envoie. Et si vous publiez et ça marche, bah, comme ça, on pourra discuter et vous verrez si c'est pertinent pour vous. Donc, les restaurants, c'est ma première cible, c'est par là que j'ai commencé. Et les petites boutiques sucrées ou les petites boutiques physiques, en tout cas, c'est vraiment les lieux physiques où j'ai commencé, dans les restaurants où vraiment j'ai eu mes premières grosses études de cas. Et j'ai eu la chance que sur Bordeaux, en arrivant et en commençant la vidéo, ça a marché encore direct parce que j'avais compris un petit peu comment faire exploser une vidéo sur les réseaux et on va dire, dupliquer ces principes déjà à ce moment-là. Et on va dire, des fois ça marche pas évidemment parce que tu peux pas avoir la science infuse, mais on va dire sur 8 vidéos sur 10 ou 7 vidéos sur 10, ça a explosé. C'est solide. Tu Hein. vois, où ça marchait bien, les clients, en tout cas, c'était des meilleurs perfs que ce qu'il avait, même du 10 sur 10, parce qu'en vrai, souvent, les clients, les restaurants, ils sont pas très forts, et ça fait du 600, 700 vues. Donc, t'arrives, une vidéo, elle fait même 10 000 Boum. vues, le mec, il est là, ok, incroyable. Du coup, non, franchement, j'avais cette chance que aussi 8 vidéos sur 10, et elles marchaient, et du coup, j'arrivais derrière à signer les clients, quoi. Et ça s'est fait petit à petit. Ok. Trop cool, trop cool. C'est quoi aujourd'hui ta journée, on va dire, type? Voilà. Est-ce que tu as une organisation? Après, je sais que toutes les journées sont peut-être assez différentes, mais on va dire une journée type, du moins, peut-être quand tu as commencé, ou voilà. Est-ce que tu Ok. peux... Une journée type, est-ce que tu veux que je te dise une journée type, ouais, vraiment en freelance ou quand j'étais encore au lycée ou en études? Les deux, ouais. Les deux? Même Ok. les trois, même. Enfin, pendant que tu étais au lycée, pendant que tu étais en freelance et maintenant pendant que tu es Vas-y. en agence. Si, Ok. si tu peux. Ouais, me let's dire. go. Alors, quand j'étais du coup, au lycée ou en études, moi, c'était assez simple et j'ai fait ça pendant au moins 2 ans. Je me levais, je commençais souvent vraiment au lycée. J'avais le bus à 7 h du matin. Parce que j'étais dans une ville et je commençais les cours à 8 h ou 8 h 30. Je sais plus c'était quoi, j'avais 40-50 minutes de bus. Du coup, je me levais à 5 h, comme ça, ou à peine avant, comme ça, je commençais le taf à 5 h. Souvent, c'était 4h45, 4h50. Ouais, c'était terrible, mais j'ai été fou à Fallait ce se moment-là. coucher tôt. Hein. J'étais encore plus fou que maintenant, vraiment, j'étais complètement fou. Et je me rappelle, je me faisais juste une petite infusion et je commençais à travailler, je faisais mon lead sourcing, j'avais aucun résultat à ce moment-là. Et je trouve que c'est ça la force, c'est que vraiment j'ai fait ça pendant 2 ans. Et c'est pas en mode j'ai fait ça pendant 2 ans et j'arrivais, je scalais, je passais de 10 à 15K. Non, pas du tout, je faisais vraiment 0 €. Et j'ai pas arrêté et je me levais tous les matins et tu vois, je me laissais pas vraiment le choix de le faire, donc c'était cool. Et voilà, donc 5 h du matin, je commence à bosser, je travaillais 1 heure, souvent de 5 h à 6 h, comme ça, Ok. 6 h, je me préparais, je déjeunais, je me douchais, etc. Après, je partais au bus, je prenais le bus. Dans le bus, souvent, ce que je faisais, c'est quand même, j'essayais toujours de bosser. Donc, soit de chercher des comptes, soit de chercher des inspirations vidéo quand j'ai commencé du coup la vidéo. Soit, je me rappelle avec mon meilleur ami avec qui justement j'ai commencé la vidéo, on faisait du montage dans le bus. Enfin bref, on essayait un peu de rentabiliser le temps où j'écoutais des podcasts aussi. Justement, donc c'était le but. J'essayais d'apprendre un maximum, d'écouter des vidéos de formation. Enfin bref, j'essayais vraiment de me cultiver au max. Ou plutôt d'apprendre du business, quoi. Ensuite, les cours normales, jusque, on va dire, en
terminale où, à partir du moment où je suis arrivé en terminale et j'ai vraiment senti que le business, ça me plaisait, je travaillais en cours vraiment concrètement. J'avais mon petit ordinateur, du coup, je faisais soit du lead sourcing, soit je bossais, soit j'apprenais des trucs, mais vraiment, je bossais et j'organisais mon emploi du temps du week-end, le vendredi. Enfin, vraiment, je bossais. Dès que je pouvais, je bossais, que ce soit sur une feuille, un papier ou mon ordi, parce qu'il y a des profs qui laissaient pas les ordinateurs. Mais voilà, je bossais, je lisais des guides, j'apprenais des choses, je lisais des PDF entiers, je faisais tout ce que je pouvais, des formations écrites, tout. J'essayais d'apprendre au maximum. Pause du midi, je mangeais le plus vite possible. Je me rappelle, je demandais à mon père, et ça pareil, papa, si tu regardes cette vidéo, il la verra sûrement, je pense qu'il va la regarder. Mais il me préparait mes repas, tous mes repas à l'avance, parce que je lui disais que je voulais manger rapidement. Et du coup, il me préparait mes repas, c'était genre riz, poulet classique, parce que déjà, j'essayais de bien manger, vu qu'à côté, je faisais du sport. Et je mangeais ça froid en vraiment 15 minutes. Et après, je partais à la médiathèque, vu que j'avais 2 heures de pause, souvent le midi. Médiathèque, je bossais. Là, je bossais, j'avais une espèce de stratégie de présentation Canva. Mais c'était lourd, en vrai, tu sais, je faisais des looms. Mais tu sais, j'avais 16 ans, je faisais des looms pour les sites web. J'analysais leur site, mais tu sais, c'était des templates que j'appliquais sur Canva. Et je faisais un loom en mode Hello, j'espère que vous allez bien. Je disais, j'ai mangé dans votre restaurant la semaine dernière. Et je me dis qu'il y avait des petites optimisations. Voilà, bref, ça n'a pas marché, du coup, faites pas ça. Mais voilà, je faisais ça et c'était cool. Et du coup, reprise des cours, pareil, je travaillais, ou en tout cas, j'étais en cours. Souvent, je finissais à 18h, du coup, c'était assez tard. J'avais encore 40 minutes de bus. Donc, je rentrais à 19h. Souvent, là, je rebossais un peu en arrivant chez moi. J'allais tout le Là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé aussi à aller à la salle, tu vois, donc c'est un peu un changement global, quoi. J'ai commencé à aller à la salle, j'allais à la salle tous les soirs, je rentrais, je mangeais avec mes parents, je dormais et je me relevais à 5h45. Et tu travaillais un peu au lycée ou... Et ouais, un peu. Après, j'ai toujours eu des facilités, Ok. quand même, on va dire, à l'école, du coup, ça se passait bien, mais quand même, genre, ça va, et j'écoutais quand il fallait. Parce que du coup, tu as eu ton bac. Ouais. Bac quoi c'était? Moi, c'était plus SES. Ah oui, d'accord. Moi, tu choisis des spécialités, mais j'ai pris ES, en Ok. gros, c'est l'équivalent. Mais ouais, j'ai Ok. eu le bac. Mais voilà, ensuite, ma journée en tant que freelance, c'était franchement le plus de travail possible. J'ai fait, je me rappelle, la dernière année de freelance, du coup, je me levais à 5h30 cette fois. Et bon, j'ai un peu reculé le réveil. Je me levais à 5h30, je bossais de 6h, je pense, à 21h sans m'arrêter. Genre, mais vraiment, je m'arrêtais vraiment jamais. Je prenais à la limite une mini pause de midi, mais encore, j'ai regardé une vidéo pour me former. Enfin, vraiment, et là, bon, là, c'est là où je suis allé un peu trop loin avec moi, mon corps, je pense, et ma santé, mais ça va, je suis pas allé, j'ai pas franchi le cap. C'était quand ça? C'était pas en... Ouais, c'était, on va dire, de. Parce que je me souviens que Clément, il en avait parlé. Enfin, Ouais. En fait, c'est quand j'étais en études à Bordeaux, là j'ai commencé à abuser. Et dès que j'ai arrêté les études, je pense que j'ai mis un truc dans ma tête où je me suis dit, il faut que je réussisse le plus vite possible, vu que j'ai arrêté les études. Et du coup, de octobre 2023 à, on va dire, c'était juin, jusqu'à juin 2024, vraiment je suis allé dans mes retranchements, mais genre tous les jours de l'année. Ok. Et en plus, en même temps, tu sais, je préparais un trail, une course de 31 km. Enfin, ok. je faisais vraiment n'importe quoi avec moi, mais en vrai, ça va, je suis content d'avoir fait ça, ça m'a fait progresser hyper vite. Mais voilà, du coup, taf le plus possible, franchement, il n'y avait pas d'organisation. Le matin, je faisais des deep work, ça c'est hyper important par contre en freelance. Je faisais du deep work pendant, vraiment, il y a des journées où je me mettais genre 2 blocs de 4 heures de deep work. Et aujourd'hui, je sais même pas comment je faisais, alors j'ai tenu longtemps, mais bref, en freelance, tu as beaucoup d'opérationnel. Du coup, le deep work, il est quand même plus facile que là aujourd'hui. Pour moi, c'est super compliqué de deep work, vraiment, et c'est pas forcément le but, c'est assez complexe. Mais voilà, deep work, du coup, autant du montage, je faisais tout. Je me rappelle, je montais en marchant. Il y a Clément je faisais du montage en marchant dans la rue. Enfin, vraiment, je faisais que de bosser, je m'arrêtais jamais. Et j'avais énormément de déplacements avec les tournages. Du coup, c'était hyper fatigant. Franchement, c'était compliqué. On aura peut-être l'occasion d'en revenir. Mais voilà, mon type de journée. Et ensuite, toujours le sport. Et ensuite, en agence, du coup, aujourd'hui, mes journées, elles sont quasiment pareilles. Ça dépend quand j'ai un bon rythme. On va dire quand j'ai un bon rythme, mon rythme classique, c'est réveil à 6h. Tu vois, j'ai reculé encore. Ouais, je recule petit à petit. Bientôt, je vais me lever à 10h. Mais bref, réveil à 6h. Soit je commence à travailler directement. Là, je fais un truc depuis pas longtemps. C'est pas mal. C'est que je suis sous électrolyte. Ça, c'est The Valère. Il fait que le dire. Mais en gros, je remplis une bouteille d'eau d'électrolyte. Tu vois ce que ça peut les. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est des trucs hydratants, quoi. C'est un peu de sel et tout. Enfin bref, c'est pour hydrater le corps. Ouais. Je me lève, bouteille d'1,5 litre d'électrolyte, je travaille devant mon ordi, j'essaye de deep work parce que du coup quand même de 6h à 9-10h, il y a moins de distractions, donc j'essaye de bien travailler. Et après les après-midi, le matin en gros j'essaye de développer l'agence, donc de travailler sur des trucs qui vont développer l'agence, qui vont faire croître, qui vont former les équipes, qui vont faire avancer l'agence. Et l'après-midi tous les rendez-vous. Donc j'essaye d'en avoir le moins possible, mais là ces derniers temps j'en avais beaucoup trop. Les rendez-vous de vente, les rendez-vous avec les clients, les rendez-vous avec les équipes, les rendez-vous, enfin voilà, tous les rendez-vous dans la vie. Et voilà, toujours le sport, et on va dire taf de 6h à jusqu'à ce que j'ai plus de taf, donc c'est pas aller de 20h à 21h quoi. Mais en gros, toujours c'est centré autour du travail quoi. Plus le sport en plus. Ouais, plus le sport. Combien de séances par semaine? Ça dépend. De base, j'étais à un moment, je montais, tu vois, quand je préparais le trail, et c'est pour ça aussi que j'ai abusé un peu avec moi, c'est quand j'étais en freelance, je montais à je faisais
parce que j'avais pris un coach en musculation. Je faisais 5 séances de musculation par semaine, mais je faisais 3 séances de course. Donc je faisais 8 séances de sport par semaine, c'était complètement n'importe quoi. Plus le boulot quoi. Ouais, plus le boulot, Ouais. donc c'était n'importe quoi. Ouais. Et je faisais des journées, c'était vraiment n'importe quoi. Là, j'avais plus aucune vie sociale et vraiment, je conseillais pas de le faire. Mais là, aujourd'hui, je tourne, franchement, j'y vais quand j'ai le temps, je le vois plus du tout comme un. C'est plus des objectifs, c'est juste je m'entretiens, c'est cool et j'y vais. Mais j'y vais quand même pas mal, tu vois, 4-5 fois si je peux. Bien, Entre 3 et 5 fois par semaine, je sais que je vais faire ma petite séance et ça dure 1 heure et quart, je suis bien quoi. Moi j'avais une question, alors je l'ai pas noté mais ça me vient là. Parce que du coup tu es quelqu'un de très très discipliné. Est-ce que tu as toujours été discipliné? Par exemple, est-ce que tu as fait un sport quand tu étais plus jeune où tu vois, tu prenais un peu les habitudes d'être discipliné dans ce que tu faisais? Parce que parfois, voilà, quand on est comme ça, c'est que on a plus ou moins été toujours comme ça. Donc, est-ce que toi, étant plus jeune, t'avais un truc aussi comme ça où tu te disais, ok, il faut que je sois discipliné ou pas du tout quoi? Ouais, alors pas vraiment, tu vois, j'ai pas eu de sport Enfin, j'ai fait beaucoup de foot, mais bon, j'étais pas discipliné en foot, ce serait un mensonge de le dire. Donc non, j'ai pas eu vraiment de sport. Moi, le truc qui m'a beaucoup discipliné, et c'est bizarre parce que je le fais plus du tout aujourd'hui, mais c'est les jeux vidéo. Tu vois, je jouais vraiment beaucoup, et j'étais vraiment geek à un moment de ouf, vers 13... De mes 11 à mes 15 ans, vraiment, je jouais énormément, mais vraiment beaucoup trop, genre vraiment, je faisais que ça. Et c'était comme le business, genre je rentrais des cours, je jouais jusqu'à 23h, jusqu'à ce que mes parents ils me demandent de couper la console pour aller dormir. Donc non, les jeux vidéo, ça m'a assez discipliné parce qu'en fait, j'atteignais toujours dans les jeux vidéo des vraiment bons niveaux. Genre, j'étais pas professionnel, mais par exemple, à Fortnite, je suis devenu vraiment très fort. À GTA 5, j'ai joué vraiment mais des milliers d'heures. J'ai réussi justement. Et je trouvais toujours des techniques pour, tu vois, pour essayer d'hacker des trucs ou avoir plus d'argent. Mais du coup, là, c'était dans les jeux vidéo. Mais sur GTA, j'avais trouvé, tu sais, pour, je sais plus comment ça s'appelait, mais tu sais, tu craques le truc et du coup, t'as argent qui tombe en illimité. Et même, je faisais payer des petits gars, j'essayais de le faire, payer des petits gars 10-15 euros. Je mettais une clé USB, je me connectais à leur compte, je leur faisais argent illimité sur GTA 5 en ligne. Donc il y a ça, les jeux vidéo, et du coup je jouais énormément et ça m'a mis une discipline où il faut que je joue tous les jours, tu vois, pour avoir un certain niveau. Après c'est pas ça qui explique forcément, mais c'est que dans ma vie aussi depuis petit, j'ai toujours essayé de trouver des moyens pour me faire de l'argent. Je sais pas pourquoi, tu vois, mais par exemple là, j'étais vraiment tout petit, genre là, et c'est ma mère qui a surtout l'anecdote, mais j'avais, je saurais pas vraiment dire, mais peut-être 12 ans. J'avais 12 ans je pense. Peut-être avant, ouais. J'avais entre 10 et 12 ans et je voulais aller déposer. Et en plus, je les avais imprimés. J'avais écrit une lettre et j'avais prévu de le faire. Au final, je ne l'ai jamais fait parce que j'avais peur, niveau sécurité. Mes parents avaient peur pour moi. Mais je voulais aller déposer des lettres dans tout mon village pour faire les courses pour les personnes âgées. Et du coup, qu'en échange, je mettais pas de rémunération, mais ils allaient me donner un billet, tu vois, un petit billet de 20 ou quoi. Et du coup, ça allait me faire de l'argent de poche. J'ai fait pareil après un petit peu plus grand. Avec Julien aussi, on avait déposé 300. On avait imprimé 300 feuilles. On avait dit qu'on pouvait les aider pour nettoyer les voitures, enfin tout faire, nettoyer les voitures, les jardins, les ci, les ça. On a déposé 300 un par un dans toutes les boîtes aux lettres de notre village. Bon, on a eu 0 client, du coup. Donc, mais tu as toujours eu ça, voilà, ce côté un peu je me débrouille, quoi, et se faire un peu de l'argent. Ouais, bien sûr, toujours. Toujours, mais il n'y a pas eu de truc précis où c'est vraiment le business. En fait, c'est quand j'ai commencé, il y a eu business et salle de sport en même temps, la muscu, où vraiment j'ai commencé à être discipliné d'un coup dans ma vie sur les deux trucs en général, quoi. Intéressant. J'avais une autre question aussi, parce que du coup, tu as eu quand même beaucoup de succès assez vite, assez rapidement, mais est-ce que tu as quand même eu un échec, voilà, depuis que tu as commencé, même si tu as eu quelques échecs au début quand tu n'as pas eu tes clients et que tu faisais beaucoup de cold call, mais est-ce que tu as eu on va dire, un gros échec qui t'a dit, là c'est compliqué, quoi. Ouais. Alors, j'ai pas eu de. Tu sais, parce qu'il y a des énormes échecs quand même dans l'entrepreneuriat où des fois c'est dur de se relever. J'ai pas eu ça. En tout cas, pas là, pas en tête. J'ai eu. C'est surtout. En fait, j'ai pas eu vraiment de gros échecs où d'un coup je me suis dit ah ouais, comment c'est possible, je vais jamais m'en relever. J'ai jamais eu trop ça. Tu sais, c'est souvent dans l'entrepreneuriat, et je sais pas si ça te le fait aussi, mais moi ça me le fait. L'entrepreneuriat, je trouve, c'est beaucoup genre, t'as que des bonnes nouvelles, tout se passe bien, tu te dis oh my god, tout se passe bien, c'est incroyable, et d'un coup, t'as que des mauvaises nouvelles. Et en fait, tu vois tout noir, tu dis c'est pas possible, en fait, ça marche pas, ça, j'ai un problème avec ça, le client, il est pas hyper content, ça, peut-être ça va mal se passer, peut-être. Et tu sais, c'est un peu en mode des suites, mais c'est surtout des petits problèmes par-ci par-là, tu vois. Mais c'est surtout vraiment au début, je pense, où j'ai galéré. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis toujours allé, depuis que j'entreprends, dans l'extrême avec moi. Et du coup, j'ai jamais eu trop de galères parce que j'ai une capacité de travail qui fait que peu importe la galère, je vais essayer d'équilibrer par mon travail, tu vois. Et du coup, c'est plus, moi, les grosses difficultés que j'ai eues, c'est plus mentalement et physiquement et psychologiquement
par Ok. rapport à tout le travail que je faisais. Et du coup, bah, des fois, t'es fou, quoi. Genre, tu travailles trop. C'est plus par rapport à ça, les plus grosses difficultés que j'ai eues, où mes proches ont eu peur pour moi, où même moi, Hmm. je me faisais peur tout seul. Alors que j'aurais pas dû faire ça, mais je me faisais peur tout seul. Mes proches avaient peur pour moi. Mais pas vraiment de gros échecs en mode. Hmm. Je pense que je suis pas, on n'est pas à un niveau assez, même si ça peut arriver, tu vois. Demain, là, on se casse un genou quand t'es en freelance, bah, t'es foutu, quoi, si tu fais de la Ouais, vidéo. ouais. Ou tu te casses un bras. Mais je pense que ce n'est pas un niveau de boîte où tu sais on crache notre boîte, genre en vrai il n'y a pas un truc qui peut cracher notre Hmm. boîte à part si on fait une dinguerie, mais non, j'ai jamais eu vraiment de gros échecs, on va dire. Ok, super intéressant. On va passer maintenant à la partie plus croissance. Alors tu nous diras s'il y a des trucs où tu veux pas partager. Mais moi j'avais une question aussi. Comment dès le début tu as réussi à te démarquer au niveau des agences? Parce que c'est vrai que surtout sur le marché français, il y en a quand même beaucoup qui font la même chose, quoi. Comment toi tu as réussi à te démarquer et à faire de nouvelles choses, quoi, au Ouais. final? Bon, en fait, je pense que la première chose qui fait que j'ai réussi à me démarquer, c'est que j'ai vraiment pas cherché, comme toutes les agences le font, à me démarquer. Genre, non, Ok. mais c'est vraiment le premier truc, c'est que j'ai pas cherché en faisant de la vidéo à révolutionner la vidéo et à faire un truc que personne n'avait jamais fait, un truc de ouf, en mettant en avant un certain format qui va faire exploser votre marque. Tu vois, et pour moi, il y a tous les formats, et t'es le premier aussi à le dire, mais il n'y a pas de format secret pour une marque en termes de vidéo, il n'y a pas de format secret en tant qu'agence pour péter le système. Non, juste, je pense que je suis tombé aussi. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a, je te l'ai dit tout à l'heure, mais pour revenir dans un point plus global, il y a mon environnement. Et du coup, qui fait que j'ai pu avoir une capacité de travail énorme, que j'ai eu un environnement parfait pour pouvoir beaucoup travailler, pour avoir confiance en moi, avoir confiance en ce que je fais, avoir le matériel qu'il faut pour travailler. Enfin, tu vois, j'ai pu me le payer en faisant des petits jobs étudiants. Enfin, mais après, on va dire, en tant que vraiment pure agence, comment on a pu se démarquer avec l'agence Short? Bah, je pense que déjà ça part de mon activité en freelance, tu vois, quand je faisais de la vidéo, c'est là où on a réussi un peu à se démarquer. Et l'agent short, c'est juste la transition, on va dire, de ce qui a été commencé avant. Mais non, en fait, c'est juste que j'ai trouvé un format de vidéo, tu vois, celui en grand angle, en duo, avec quelqu'un qui parle derrière la caméra, quelqu'un devant. C'était un format qui était là aujourd'hui, qu'on voit tout le temps, tous les jours, toute l'année, sur tous les réseaux. Mais c'était un format qui, au moment où on l'a lancé en freelance, où je l'ai lancé, vraiment, il n'était pas vu ce format. Et c'est ça qui est fou, et on dirait pas, parce que là, on fait que le voir, mais ça existait vraiment pas. Et j'ai pas fait exprès, tu vois, de le faire en mode oh, j'ai trouvé un format de ouf, on va faire ça. Non, je l'ai fait naturellement. Il y avait Clarisse à ce moment-là, qui était en tant que ma sœur, hein, même pas en tant que quelqu'un avec qui je bosse, mais en tant que ma sœur, qui était là dans les vidéos, qui jouait l'actrice. On faisait des petits formats sympas, ça marchait bien. Et ça faisait que péter. Les formats, ils pétaient tout le temps. Bah, excuse-moi, je te coupe. Celle que Ouais. moi, sur laquelle je suis tombé, c'est dans le parc là. C'était au mois de février, je crois, 2024. Ouais. C'était pas pour Abby ou. Peut-être Whisby. Whisby. Excuse-moi, pourquoi tu cours? Ouais, c'est ça, je crois. Attends, je me trompe Un peut-être. truc comme Mais ouais, ça. c'était les premiers Mais- formats Abby et Whisby. C'est Ouais, les c'est deux. ça. On a commencé avant avec Abby à faire des formats un petit peu comme ça. Ouais. Un peu fou, c'est peut-être Abby que t'as vu, mais avec Whisby, on a fait un Excuse-moi pourquoi tu cours. Aujourd'hui, c'est un Non, mais peu. c'était ça, une- c'était celui-là. Ouais, je pense. C'est C'est un peu une celui-là. signature C'est avec celui-là. Clarisse qu'on a fait. Et Ouais. vraiment, il a explosé les performances de Whisby. C'était vraiment abusé. Ouais. Et même moi, je pensais pas qu'on était capable de faire ça. Du coup, là, à ce moment-là, je me dis, ok, il y a vraiment un truc à faire. Du coup, comment on s'est démarqué? Je pense qu'il y a plusieurs principes. Il y a l'originalité par la vidéo. Du coup, ce qu'on a délivré, c'est qu'on a fait un type de vidéo qui était encore jamais vu ici, qui a performé, qui allait chercher un maximum de performance avec plein de clients. Et du coup, ça rejoint au deuxième point, je pense, c'est la satisfaction client. C'est vraiment le facteur, je pense, surtout qu'en tant qu'agence, c'est vraiment le facteur Ah, numéro ouais. un. Sinon, t'es mort, je pense. Si tu satisfais pas tes clients, tu peux pas. Surtout pour quelqu'un, tu sais, même toi, tu vois, t'es visible. Même moi, nous, on est des entrepreneurs visibles. Il y a plein de monde qui sont pas forcément visibles, avec des business qui sont dans l'ombre. Nous, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir des clients, il faut être visible. Donc, c'est soit du bouche à oreille, soit il faut être visible sur LinkedIn, comme moi, par exemple. Et du coup, si tu satisfais pas tes clients, forcément, ça se passe mal. Du coup, j'ai vraiment tout misé tout le temps, à chaque fois, sur la satisfaction client. Et c'est la valeur dans l'agence qui est la plus importante pour moi. C'est qu'il faut réussir à satisfaire un client. Et des fois, tu as une satisfaction qui est de 10 sur 10. Des fois, tu as une satisfaction qui est de 7 sur 10 et c'est normal, tu vois. Des fois, il y a des vidéos qui vont exploser avec des clients et il faut accepter des fois qu'il y a des vidéos qui vont pas forcément exploser ou surexploser tous les clients parce qu'on fait des bonnes vidéos et à chaque fois, on optimise tout pour chaque client. On n'est pas des magiciens. Tu vois, on ne peut pas deviner quel format va à chaque fois performer, en tout cas en une fois. Avec une marque, si c'est sur 6 mois, forcément, au bout d'un moment, c'est juste qu'il y a un problème si ça pète pas et ça a toujours pété avec les marques avec qui on a bossé à long terme. Mais le but, c'est toujours, en tout cas, hors les vidéos, de satisfaire le client, c'est-à-dire que le client ait un bon suivi, que le client soit accompagné, que le client soit content de travailler avec nous, que le client ait l'impression d'avoir payé quelque chose qui vaut largement son prix ou même qui vaut moins cher que ce que ça pourrait en valoir. Du coup, c'est pour ça que j'essaie tout le temps de recruter les bonnes personnes pour que ça se passe bien, pour qu'elles fassent bien leur travail à chaque étape justement du process. Du coup, ça, je pense, mon implication
dans les clients parce que je suis toujours impliqué aujourd'hui dans chaque client. En vrai, même si des fois je m'implique plus ou moins, tu vois, dans les groupes WhatsApp avec les clients, en vrai, la vérité, c'est que je vois tous les messages, je sais exactement tous les clients qu'on a, leurs besoins, les vidéos qu'on sort, je vois quasiment toutes les vidéos qui sortent, seconde par seconde. Enfin, tu vois, j'ai une implication, et ça, c'est aussi grâce à la quantité de travail que je fournis, une application qui est énorme, et c'est ce qui permet de maintenir une bonne qualité. Et ça, c'est hyper important pour la satisfaction client. Du coup, je pense qu'il y a ça, et il y a aussi le fait de... il y a plein d'autres facteurs qui font que la croissance et qu'on s'est démarqué, mais c'est aussi le fait, pareil, il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas vraiment fait. C'était le fait, c'est de vendre par pack. Au début, c'était beaucoup de sur-mesure dans la vidéo, dans la production vidéo pure. Et du coup, nous, on est venu un peu concurrencer les agences parisiennes ou les agences de vidéo qui font justement du sur-mesure, qui font des projets sur-mesure, qui font de la grosse prod à la vidéo, du coup, qui vont aller sur des prix beaucoup plus hauts, qui vont venir tout le temps avec des caméras, avec beaucoup de matériel. Et c'est du coup des tournages qui prennent forcément plus de temps d'organisation. Nous, on est venu un petit peu dans un truc où on est arrivé avec un iPhone, avec des packs, avec un prix à la vidéo qui est pas super cher, même aujourd'hui, tu vois, mais quand on a commencé, c'était encore moins cher. Un prix à la vidéo qui est pas cher, du coup, qui est accessible à tous, des vidéos qui marchent hyper bien. Et du coup, on a un peu révolutionné un petit truc dans la vidéo et les marques se sont dit, ok, t'es pas obligé de payer 500, 600, 1000 euros la vidéo, 2000 euros la vidéo avec un influenceur et venir avec 8 caméras, tu vois, pour avoir des bons résultats. Tu vois, c'est pas obligatoire. Et avec un petit iPhone, des fois, tu peux faire des trucs de ouf que tu peux pas forcément faire avec une caméra, quoi. Ok. C'est un peu les facteurs là. Ok, super intéressant. Moi, j'aimerais aussi revenir sur LinkedIn, parce que c'est aussi, tu le dis, hein, c'est aussi en partie à ça que tu as réussi à exploser. Tu as commencé quand, toi, LinkedIn dès le début ou j'ai commencé, tu sais, j'ai commencé, mais on va dire, mon premier post, ça doit être j'ai pas la date exacte, mais peut-être en novembre 2022. D'accord. Ok, Décembre donc ça 2022. remonte quand même un petit peu. Ouais, un petit peu. Mais j'ai pas du tout commenté. J'ai fait un post et après pendant 2 mois, je crois, j'ai arrêté de publier. Là, ça fait vraiment depuis que j'ai arrêté les études quand même. J'ai commencé à faire des posts, on va dire, un petit peu chaque semaine. Donc à partir de octobre, il y a trop de dates là, octobre 2023, mais après j'ai commencé vraiment à faire minimum 5, j'ai d'abord commencé avec 5 posts par semaine, après je suis passé à 7, après je suis passé à 14, après j'ai essayé 21, enfin, tu vois, j'ai essayé tous les types de volumes par semaine possibles, mais ouais, non, j'ai commencé, on va dire, ça fait 1 an que je publie au moins 5 posts par semaine et j'ai jamais sauté une semaine, on va dire. Et tu as été accompagné sur LinkedIn ou tu t'es dit, ou tu as réfléchi toi-même à la stratégie Comment ça s'est passé? Ouais, c'est intéressant. J'ai rédigé un post LinkedIn ce matin qui arrivera du coup la semaine prochaine. Moi, je pense qu'il sera déjà publié au moment où on va sortir cette vidéo. Mais ouais, j'ai fait un post LinkedIn pour parler de ça ce matin. J'ai jamais été accompagné et ça, je pense que c'est une erreur aussi. À part si on n'a vraiment pas le temps, mais pas, en tout cas pour nos business, c'est une erreur. En fait, il y a plein de monde qui me disent, ouais, tu devrais déléguer cette partie. D'accord, je veux bien, mais en vrai, jusqu'à il y a 1 mois, ça m'apportait 100% de mes clients. Du coup, c'est vraiment pile le truc qu'il ne faut pas déléguer. Tu vois, ça m'apporte 100% de mon chiffre d'affaires. Je suis monté à 100 cas par mois en faisant ça. Enfin, c'est vraiment, je ne vais pas déléguer ça. Tu vois, il faut que je garde la main sur cette partie. Et en vrai, si tu optimises bien ton temps, en fait, c'est un temps de travail qui est hyper rentable. En fait, on ne se rend pas compte. C'est le truc le plus facile que je peux faire aujourd'hui pour aller chercher des nouveaux clients. Mais du coup, non, j'ai jamais eu payé d'accompagnement, payé de formation là-dedans. J'ai jamais fait des pods LinkedIn, des groupes. Je faisais un post ce matin vraiment pour en parler. Mais voilà, j'ai jamais eu de ghostwriter. J'ai juste un community manager par contre qui gère mon compte, qui répond aux commentaires, qui va commenter des posts. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est intéressant parce que c'est un taf qui, mine de rien, prend du temps. Mais non, après, sinon, j'ai jamais eu de structure. J'ai jamais eu de stratégie vraiment précise. Je me suis jamais dit, ok, je vais faire tel et tel format. Même si, voilà, je sais à peu près et j'analyse ce que je fais la semaine d'avant. Mais vraiment, j'ai juste lancé un compte LinkedIn en me disant, et c'est ce qui a marché, je vais partager mon aventure. Je vais être moi-même, je vais parler d'argent, ça aussi c'est un facteur qui fait que ça a bien marché. Je vais parler d'argent, être clivant quand même dans les posts, tu vois, c'est une mini strat, mais quand même faut être un petit peu clivant. Si tu dis ce que tout le monde veut, c'est pas forcément ce qui va marcher. Mais voilà, j'ai juste fait ce que je sais faire en vidéo, donc faire des bonnes accroches, faire des bons trucs comme ça. Je l'ai juste, on va dire, transféré sur LinkedIn et j'ai jamais arrêté de publier, quoi. Moi, ce que j'aimais bien au début, et c'est comme ça que je t'ai connu aussi sur LinkedIn, c'est quand tu apportais de la valeur et que tu analysais tous les posts. Ouais. Et c'est comme ça, moi aussi, que j'ai progressé au début. Hein. Ouais, c'est intéressant, mais tu vois, ça, c'est un truc aussi. Au début, je faisais beaucoup des posts techniques, tu sais, où j'analysais et je donnais de la valeur. C'est là où je t'ai connu. Hein. Mais ça, tu vois, c'est pas des posts qui me rapportent des clients. Sûr. C'est ça le truc, c'est souvent ça. Et c'est souvent, tu vois, par exemple, moi j'avais lancé un format, après il y en a énormément qui l'ont lancé, mais j'avais lancé un format où j'analysais une créa vidéo en Loom. Je me souviens de ça. Tu vois, où j'analysais une créa. Et en fait, ça, et je me dis, putain, c'est super cool, ça fait des bonnes réactions, c'est grave cool. Mais en fait, quand tu vas dans les réactions, c'est que des agences de prod. C'est que des mecs qui font de la vidéo, c'est que des freelances en vidéo, c'est que des agences de production de vidéo, c'est que des vidéastes. Du coup, tu te dis, ok, je vais pas. C'est bien, mais. Ouais, voilà, c'est pas ça qui me rapporte des clients. Et voilà, il y en a beaucoup qui comprennent pas des fois les types de posts de LinkedIn que je fais. Mais en fait, un post technique comme ça va peut-être m'apporter
un client, allez, peut-être. Ah oui, donc au final, du coup, toi, les posts Ouais. techniques, tu recommandes pas forcément. Parce Ouais. qu'on entend beaucoup cette strate-là de dire faut faire des posts techniques, il faut apporter de la valeur. Ouais. Ouais, non, bah pareil, je l'écrivais ce matin, mais non, pour moi, en fait, ça dépend. Tu sais, il n'y a pas de vérité. Je pense qu'il y en a qui pètent Oui. sur des posts techniques et en vrai, quand énormément de Mm. clients avec des posts techniques. Juste moi, en tout cas, pour moi, ce qui a marché dans mon point de vue, c'est vraiment pas de faire des posts techniques. Un post technique m'apporte zéro client, alors qu'un post Ok. où je vais parler de mon père qui m'a soutenu dans l'entrepreneuriat, des fois, il y a des posts comme ça m'a apporté 10 clients. Tu vois, et ça Ok. continue de faire des vues chaque semaine. Donc, bah forcément, je préfère parler de mon père que de faire un post technique sur comment faire un bon hook dans une vidéo, quoi. Intéressant. Même si c'est intéressant, ça permet, je pense au début je le faisais, ça permet de prouver un peu ton expertise. Mais en fait, je pense une fois que dans le stade où on est même, la preuve sociale que tu as vient remplacer l'expertise que tu apportes. Genre tu vois, si tu dis j'ai accompagné 300 marques, j'ai fait Bien ça, sûr. ça, ça comme Bien sûr, format, c'est mieux que voilà, forcément. ils se doutent que t'es pas débile. Après, si aujourd'hui t'as pas d'études de cas, t'as pas d'exemple, t'as pas de vidéo à montrer, bah, autant montrer ton expertise. Au moins ils comprennent que t'es quelqu'un qui Donc connaît. plus preuve sociale que Ouais. expertise, quoi. Moi, pour moi, c'est full preuve sociale, faut Ok. pas expertise. Même, tu sais, Ok. quand tu es dans un appel de vente, pour moi, je dis pas à un mec, oui, oui, c'est super bien faire un hook, c'est Oui, super, oui, la structure, c'est forcément. ça qu'il faut faire. Non, je suis en appel de vente, bah oui, on l'a fait pour tel client qui est similaire à vous et à votre domaine, et voilà, on a fait exploser plein de clients. Ok. La preuve sociale, pour moi, au bout d'un moment, en tout cas, ça vient remplacer les posts techniques. Et moi, ce qui a marché, en tout cas, c'est vraiment le storytelling, parler de moi et de ma vie en général, que de faire des posts techniques. Vraiment, ça. Ok. Et j'ai jamais fait, tu sais, de posts techniques ou de posts avec des leads magnets où tu donnes des trucs, des guides PDF. J'ai jamais pris de temps, jamais fait de carrousel photo et ça a très bien Ouais, marché, quoi. ouais. Parce que, ouais, donc on peut dire que LinkedIn, ça a été ton premier levier, on va dire, de croissance, ou est-ce qu'on peut dire ça ou... Ouais, je pense le premier, je pense qu'il y a le bouche à oreille quand même pour Bouche tout à le monde oreille, au ouais. début qui est quand même plus puissant que LinkedIn. Mais ouais, je pense bouche à oreille. Je pense réseau, mais j'ai eu très peu de réseau. Donc j'ai eu un client, quoi, mon premier en site web. Après, je déménage à Bordeaux, du coup, donc j'ai pas eu de réseau. Réseau en premier, après du coup bouche à oreille pendant quand même un bon moment et ça continue aujourd'hui, hein, ça marche toujours le bouche à oreille quand tu fais du bon travail, donc c'est génial. Et après LinkedIn, ouais, c'est vraiment ce qui m'a fait décoller, hein. Et encore aujourd'hui, hein, c'est ce qui me permet de m'apporter. Là, on a lancé les ads il y a pas longtemps, donc c'est un peu différent. Mais jusqu'à il y a 2 mois, c'était 100% de mes clients qui venaient de LinkedIn, quoi. Ok. Tu vois. Moi, j'ai une question aussi qui m'intéresse, voir un petit peu toi ton point de vue, parce que c'est sûr que bon, tu parles beaucoup d'argent sur LinkedIn. Moi, j'avais une question, c'est comment tu gères le fait d'avoir, pour ton âge, hein, de gagner autant d'argent, tu vois. Mm. Comment toi, tu ressens le truc parce que, non, mais c'est sûr que c'est, Ouais. tu vois, parce qu'on voit beaucoup de jeunes, tu vois, qui gagnent énormément d'argent. Toi, je vois quand même que tu es assez simple quand Ouais. même. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi? Comment toi, tu vis le truc, quoi, tout Ouais. simplement? Ouais, bah ça toujours. Mais en fait, ça c'est vraiment un. En vrai, elle est intéressante cette question, elle est cool. Et je pense que j'ai un avis que plein de monde qui me suit sur LinkedIn, ils penseraient pas que j'ai cet avis-là dans la vraie vie. Mais l'argent, déjà, en mode d'un point de vue marketing, c'est vraiment un argument marketing pour Mm. moi. Genre, c'est pas, ça me fait Mm. pas plaisir et Bien je fais sûr, vraiment pas je ça pour faire comprends. le beau. Ça me fait pas plaisir de dire, ouais, j'ai fait 100 000 euros, 107 000 euros en janvier 2020, 2025. Enfin, non, en vrai. Si je pouvais ne pas le dire et avoir autant de clients, bah ok, je le dirais pas et vivons mieux, vivons cachés. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un argument marketing qui m'apporte tous mes clients parce que c'est une preuve sociale de ouf, tu vois. Le fait de dire que tu fais autant d'argent, bah en vrai, c'est la vérité, c'est que tu as quand même beaucoup de clients. C'est que s'il y a autant de clients, c'est quand même qu'il y a une raison derrière, c'est que tu apportes des résultats, c'est que les clients ils sont contents, c'est qu'il y en a en récurrent, c'est qu'il y en a qui prennent des abonnements à l'année, tu vois. Donc forcément, c'est que ça marche bien. Donc c'est déjà un argument marketing. Et ensuite, comment je gère le fait d'avoir, on va dire, autant d'argent. Si je peux Ouais, dire ça, ouais, non, hein, mais voilà. c'est Ouais, peut-être pas le bon terme, mais tu vois que c'est peut-être pas le bon terme, mais tu vois le fait que que je tu fasse du tu chiffre vois, d'affaires, quoi, c'est ça, beaucoup. voilà. Mais ouais, c'est ça. Bah, déjà, le premier truc, je pense, et c'est pour ça, mais je sais que c'est pour ça que tu nuances, mais c'est que vu que je suis en société, c'est pas mon argent. Exactement. Genre, c'est Non, mais l'argent de voilà, la. je me Genre, suis c'est peut-être pas mal 107 exprimé, 000 hein. euros. Non, Je non, me mais suis mal t'inquiète. exprimé, mais Non, non, voilà, mais le oui. fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais déjà, c'est pas mon argent pour ceux qui. Bien Parce sûr, qu'il bien y, sûr. il y en a beaucoup qui pensent que oui, Ouais, tu sais, en ouais. regardant les vidéos. C'est Et sur mes important, posts LinkedIn, ils me demandent. J'ai tout le temps des commentaires comme ça. Tu sais, j'ai fait 107 000 euros en janvier. Les mecs qui me demandent, c'est du chiffre d'affaires ou du salaire. Et tu sais, si je dis chiffre d'affaires, ils me disent, ah, ok, parce bah. qu'en fait, pour moi, c'est c'est tellement nul. logique que. Ouais, Mais non, mais il y a des il gens. faut... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais bon, Ouais. heureusement que je me verse pas 107 000 euros de salaire, ce serait complètement débile et ce serait n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, 107 000 euros de salaire, tu t'arrêtes de travailler si tu arrives à te verser un salaire de 107 000. Mais non, du coup, c'est bien du chiffre d'affaires, donc c'est pas de l'argent que j'ai en poche. Et du coup, en fait, moi, je vois vraiment ça. Pour le coup, c'est de l'argent qu'a ma société, donc c'est de l'argent qui va être investi. Mm. Et je me suis encore aujourd'hui jamais versé de salaire avec ma société parce que je vois vraiment, déjà parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin, on va dire, avec ce que j'ai fait en micro-entreprise. Mais je vois vraiment l'entrepreneuriat comme un jeu. Du coup, je fais pas de l'argent
pour me dire ok, bah je pense que tu le vois en vrai, franchement, avec Mais c'est pour ça que je te. avec mes amis. Mais tu sais, je fais pas de l'argent pour me dire ok, je vais avoir des tenues de ouf, ou je vais m'acheter une Rolex, ou je fais, même si t'arrives au bout d'un moment, oui, tu peux le faire si. Mais je vais t'expliquer après ma mentalité un peu par rapport à ça et ma vision. Mais en gros, je fais pas de l'argent pour m'acheter des choses, je fais plus de l'argent pour déjà, premièrement, tu sais, les paliers. J'ai pas envie de faire 100 000 euros pour avoir 100 000 euros. Genre, j'ai envie de faire 100 000 euros juste pour me dire j'ai fait 100 000 euros. Là, tu vois, j'ai envie de faire 200 000 euros par mois juste pour me dire ok, on a réussi à monter à 200 000 euros par mois. Là, on en est loin. Mais bref, j'aimerais bien, mais c'est pas pour avoir 200 000 euros. Enfin, c'est vraiment le but du challenge. Je pense que quand t'entreprends, t'es obligé de le voir comme ça. Si t'as pas ce but du challenge, je pense que vraiment c'est compliqué. Mais voilà, du coup, il y a le but du challenge en premier. Et le deuxième, je pense que l'argent, c'est, tout le monde nous dit, c'est un peu cliché, mais c'est un levier. Du coup, tu veux pas l'argent, mais tu veux tout ce que ça peut t'apporter. Et je m'en suis rendu compte. Après, j'ai pas, tu sais, le parcours de quelqu'un qui a galéré pendant 15 ans en CDI, donc j'ai pas le meilleur recul par rapport à ça, une transition de ouf, mais grâce à l'argent, tu peux quand même avoir la liberté géographique, tu peux avoir la liberté quand même de faire de ce que tu veux, tu as quand même un peu moins de pression, on va dire, tu pas de la pression des factures à payer, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais m'enlever de ma vie et que j'ai vu des fois, par exemple, mes parents avoir, et c'est vraiment un truc que je voulais pas avoir de pression par rapport à ça. Et l'argent, c'est ensuite mon why, du coup, c'est pour aussi pouvoir offrir à mes parents, parce que pour offrir à mes parents des voyages, pour les faire voyager, pour leur offrir des choses qu'ils j'aurais jamais pu se permettre, bah mine de rien, c'est avec l'argent et c'est pas avec mon compte LinkedIn, tu vois. Donc voilà, c'est un peu les trois leviers qui font que. Mais en vrai, le fait de faire autant d'argent, c'est pas. C'est compliqué en fait. Parler d'argent sur les réseaux, c'est un vrai sujet, tu vois. Il y en a beaucoup qui le font. En fait, c'est pour ça que dur, je veux parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui gagnent énormément d'argent et puis qui affichent beaucoup de choses. Ouais. Donc, c'est pour ça que je voulais faire, on va dire, un petit t'as parenthèse sur ça, parce que. Voilà, c'est. Ouais, donc, c'est quoi toi, ta vision de parler de l'argent sur les réseaux? T'aimerais bien le faire? Tu penses que c'est pas le bon truc? Ou t'oserais pas le faire? C'est pas toi? Bah, en fait, peut-être que c'est une croyance limitante. J'aurais peut-être un peu peur, moi, vis-à-vis de mes clients, de me dire, ah, ok, ils me payent. Et tu vois, quelque part, j'affiche leur argent. Enfin, je sais pas. C'est peut-être. Puis aussi, on va pas se cacher aussi, on est en France aussi. Donc, tu fais ça aux US, c'est différent. Mais en France, l'argent, c'est toujours un peu tabou, quoi. Donc ouais. Ouais, non, mais je vois très bien. Bah, en vrai, ça, oui. Et j'avais vraiment peur, comme toi, de ça. Au début, j'avais vraiment peur. Je me rappelle la première fois que j'ai parlé d'argent, c'était un mois où j'avais fait. Soit je venais d'arrêter les études, ou peut-être c'était mon dernier mois en études, mais j'avais fait 7000. Plus de 7000, je crois 7500 euros le mois. Donc, ce qui est super bien. Mais en tant qu'agence, tu vois, tu peux l'atteindre. Genre, c'est pas inatteignable. Il y en a beaucoup qui peuvent l'atteindre, peu importe le service qu'ils proposent. Même si au début, vraiment, c'est hyper compliqué. C'est incroyable de faire 7500, ça s'atteint. Surtout qu'encore une fois, c'est du chiffre d'affaires et c'est pas du salaire. Donc, tu peux avoir 8000 euros de sortie et 7500 de chiffre. Enfin, bref. Mais bon, c'était pas le cas. Hein. Du coup, j'étais en freelance, donc j'avais pas vraiment de charge. Mais voilà, 7500 euros de chiffre d'affaires. Et je me rappelle, j'ai fait un premier post pour en parler sur LinkedIn. Et du coup, en fait, ce qui est complexe, c'est au début, quand tu es dans. En plus, toi, c'est pas ton cas. Mais au début, tu sais, j'avais des clients qui étaient des restaurants de ma ville, qui étaient des petits restaurateurs, qui étaient des... Et du coup, ouais, au début, ça a fait, je me rappelle, j'ai eu quelques soucis, autant avec des clients, le fait d'en parler. Mais au final, ça, après, c'est une croyance, ça s'est vraiment enlevé. J'ai aucun client qui... En tout cas, peut-être après, c'est des fausses pensées, mais j'ai aucun client, une fois, là, dernièrement, qui m'a dit, ouais, en plus, tu fais 100 000 euros par mois, je vais pas te payer. Enfin, tu vois, personne n'a dit ça, ils savent que c'est du chiffre d'affaires. Et en vrai, tu vois, tu bosses avec des entrepreneurs. Et tu bosses avec des entrepreneurs qui font pas 3 euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a plein de boîtes e-commerce qui font le million à l'année. Il y a plein de. Tu vois. Et du coup, ils savent que c'est du chiffre d'affaires. Une boîte e-commerce qui fait 1 million à l'année, c'est pas le fondateur derrière qui a vendu son produit, qui a 1 million d'euros dans sa poche, qui va acheter une villa. Tu vois, c'est pas le cas. Donc je pense que tu bosses aussi avec des entrepreneurs qui comprennent que c'est un argument marketing. J'ai des marques qui comprennent que voilà, c'est le. Ça permet d'avoir des clients, c'est une stratégie de contenu, et tu vois, ils me le disent, enfin, des fois il y en a, ils sont contents, tu vois, de contribuer à ça. J'ai pas eu de négativité en tout cas par rapport à ça. Okay. Et je suis content aujourd'hui en tout cas de débloquer un peu ce truc, même si forcément tous ceux qui en parlent, souvent il y a des problèmes vu que voilà, on est en France et les mentalités des fois sont un peu fermées par rapport à ça, et il y a de la jalousie, donc c'est complexe. Beaucoup, je pense. Hein. Ouais, il y en a beaucoup, donc il faut quand même faire attention. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas ça m'a jamais posé souci, mais c'est sûr qu'il faut le faire intelligemment, et surtout je pense qu'il faut éduquer les gens, et c'est pour ça qu'en fait si on parle jamais d'argent, on éduquera jamais les gens au fait que c'est pas du salaire, tu vois, genre, et si, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais mais je veux pas parler d'argent par rapport à mes équipes, parce que qu'est-ce qu'elles vont penser, qu'est-ce qu'elles vont se dire, si, d'accord, mais c'est pas du salaire, genre, c'est pas 107 000 qui vient dans ma poche, et c'est loin d'être le cas, il y a plein d'investissements, et aujourd'hui moi je le vois comme ça, et c'est normal, et je pense que tout entrepreneur, et la plupart des boîtes le font comme ça, c'est que je préfère largement faire un mois à, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 10 000 euros de bénéf, par exemple, tu vois, mais investir énormément.
et qu'à la fin il reste rien, tu vois. Parce que tu investis, parce que peut-être, je te dis n'importe quoi, mais c'est des trucs moi que j'ai en tête, mais parce que tu penses à un lieu de tournage, parce que tu as envie d'acheter tel matos qui coûte cher, parce que tu as besoin de signer un client, je dis un truc dans un pays étranger, du coup tu dois aller le voir, et du coup ça fait des frais, et du coup tu veux acheter un lieu de tournage pour faire des trucs cool. Enfin bref, plein de pensées comme ça qui font que au final, même si tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, il peut rester pas grand-chose parce que tu investis dans ta boîte, mais à long terme, c'est ça le plus puissant, tu vois. Donc vision long terme. Exactement. Et il faut pas, je pense, avoir du tabou sur l'argent parce que sinon, même, tu vois, là, c'est des autres exemples, mais il y a des énormes boîtes qui font des milliards de chiffres, qui font des millions. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a jamais eu de soucis, tu vois, et c'est pas des millions qui vont à chaque fois dans la poche du mec qui est à la tête de cette boîte. C'est du chiffre d'affaires. Le but, c'est une entreprise, il faut développer l'entreprise. Et aussi, il faut se dire que cet argent qu'on fait rentrer là, c'est l'argent qui permet de payer les équipes, c'est l'argent qui permet de payer les bureaux, c'est l'argent qui permet de payer les structures, qui permet de payer toutes les personnes qui vont participer justement à la chaîne d'un client. Du coup, je pense qu'il ne faut pas que tu aies ce truc-là où te dire un client, il va mal le prendre. Genre, il faut qu'il soit assez intelligent pour se dire, ok, c'est pas son salaire. En plus là, c'est devenu un peu. Enfin, t'as de plus en plus Il y en a beaucoup d'entrepreneurs quand qui même. parlent Beaucoup. Ouais. Mais toi, en fait, sur LinkedIn, t'as eu deux problématiques. C'est que, un, t'étais jeune, Ouais. et deux, tu parlais d'argent, quoi. Donc, ça fait un peu le combo parfait pour que. Ça va, t'as pas mal de haters sur LinkedIn ou Ouais. comment tu le gères un peu ça aussi? Ouais, ça, vrai combo. Puis en plus, c'est monté vite. Puis en plus, je le dis de manière clivant. Donc il y a plein de trucs qui ont fait. Mais pareil, toujours, c'est un argument marketing. C'est cool et moi, je suis content. Et... Ça t'apporte plus que ça te. Exactement, ça te ouais, voilà, dessert. c'est ça que je voulais dire. Ouais, C'est ouais. que le fait de parler d'argent, moi, en tout cas, pour moi, dans mon cas, et c'est peut-être pas pour le cas de toute entreprise, des fois, il faut faire attention. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup plus de positif que de négatif. Même s'il y a quand même eu du négatif, on va pas se le cacher. Mais ouais, pas mal de haters quand même sous mes posts. Surtout à un moment, là, un petit peu moins quand même. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand je disais que je faisais 5 000 euros par mois, j'avais beaucoup de haters. Quand je disais que je faisais 30 000, je me faisais défoncer. 40 000, je me faisais défoncer. 100 000, je me fais toujours défoncer. Donc en fait, peu importe le niveau de truc, je te ferai toujours défoncer. On dira toujours à 7 000, on disait que j'étais un menteur. Et aujourd'hui, on le dit toujours, tu vois. Donc tu auras toujours ces critiques-là, je pense. Mais l'argument marketing, en tout cas pour moi, est assez fort pour le fait de continuer. Et en tout cas, les haters sur LinkedIn, ils me connaissent pas, tu vois, et tous les clients que j'ai rencontrés dans la vraie vie, ils m'apprécient, ils voient que je suis quelqu'un de bien, toutes les personnes à qui j'ai parlé, ils voient que je suis quelqu'un de bien, enfin, je suis pas un connard, je suis pas un mec qui vit au-dessus de ses moyens, je suis un mec qui vit simplement, enfin, je pense même toi tu l'as vu, tu vois, C'est ce que j'allais dire. je suis pas un ouf, genre, je suis vraiment Parce qu'on normal. travaille, pour ceux qui savent pas, on travaille ensemble. Moi, je m'occupe des scripts, donc de la partie copywriting pour toi, Mathis. Et non, enfin, je veux dire, voilà, c'est. Ouais, tu en témoignes. J'en témoigne. Ouais, vraiment, et la vie ne change pas quand tu fais ce chiffre, tu travailles toujours autant. Et voilà, et je pense que c'est bien d'enlever un peu ce tabou par rapport à ça. Et surtout, en fait, c'est juste que par rapport aux haters sur LinkedIn, quand tu commences à en parler, je pense juste qu'il faut arriver à être dans une mentalité où les critiques, tu sais, vont pas t'atteindre. C'est que moi, ça m'atteint pas. Genre, les mecs qui disent, mais il y a eu des trucs, pareil, j'en ai fait un post, j'en fais souvent, mais j'ai eu des critiques en mode au début, c'était sur le fait que j'étais un menteur. Après, c'est sur le fait que j'ai pas de société carrément. Il y a des mecs qui envoyaient des screens de ma micro-entreprise en mode, regardez, genre, il a pas de société. Je suis là, mais je réponds, faut pas répondre. Après, il y a des mecs qui me taclaient sur mon physique. Tu vois, il y a tout. Donc, c'est juste qu'il faut avoir assez confiance en soi pour pas se laisser toucher par des commentaires comme ça, mais il faut se dire que c'est des mecs qui sont peut-être complexés ou pas heureux dans leur vie, et s'ils te rencontraient, ils te diraient pas ça. C'est tu vois, ils différent. verraient que t'es pas un con, que t'es un mec normal, gentil comme eux, et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Moi, j'ai une autre question. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier depuis que tu as commencé, Mathis? Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Après, en vrai, vu que je travaille beaucoup, je prends peu de recul quand même sur ce que je fais. Je pense qu'il y a un truc qui m'a rendu quand même fier. Je réfléchis, mais ouais. Le truc, je pense, aujourd'hui, qui m'a rendu le plus fier, c'est que j'ai pu payer une semaine de vacances à mes parents et à ma sœur dans une villa. J'en avais fait des posts LinkedIn. Dans une villa en Espagne, c'était cet été. Et enfin, l'été, du coup, août 2024 maintenant. Août 2024. Et j'ai pu payer, du coup, une semaine de vacances. Et ça, c'est un peu les moments où, en plus, c'est la première fois que je prenais, on va dire, un peu des vacances ou que je déconnectais un petit peu, que je travaillais moins, en tout cas. Depuis vraiment hyper longtemps, tu vois, et j'avais eu ma passe en freelance où c'était super dur, du coup vraiment ça m'a fait du bien, et c'est la première fois où vraiment j'ai pu prendre un petit peu de recul sur tout ce qui m'arrivait, sur ce qui se passait, et me dire ok, c'est quand même incroyable, tu vois, t'es jeune et t'as réussi à payer ça à tes parents, et aujourd'hui il y a tes parents qui profitent sur un truc qui là cette année-là n'aurait peut-être jamais pu se permettre si jamais tu leur avais pas offert, quoi. Donc je pense que c'est le vraiment premier truc où je me suis dit ok, tu vois, le fait de travailler autant, ça permet d'acheter, et c'est même pas d'acheter cette villa, parce que, enfin, j'ai pas acheté, mais de louer cette villa. C'est vraiment le fait d'acheter et d'offrir ce genre de souvenirs, tu vois. C'est des souvenirs de ouf que t'as en famille et que j'aurais peut-être jamais eu si jamais j'avais pas fait ça, tu vois. Ouais, donc toi, il est quand même orienté, outre l'argent, c'est quand même orienté sur la famille, quand même. Ouais, c'est énormément orienté sur la famille, orienté sur la famille de ouf.
Et après, il y a plein de moyens, pareil, parce que ça j'aime bien le dire et le nuancer, mais il y a plein de moyens de... Tu vois, par exemple, je pourrais très bien me dire, et ce serait pas faux, mais que je pourrais largement moins travailler et beaucoup plus voir ma famille. Là, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je les vois beaucoup moins qu'avant, quand même. Je les vois peu, à cause du travail, etc., les déplacements et tout. Mais quand je les vois, en tout cas, j'essaye de vraiment, tu vois, leur offrir des choses qu'ils n'auraient jamais pu peut-être se permettre, ou en tout cas vivre des moments de fou avec eux, nous payer des petits week-ends, c'est cool, tu vois, j'essaye de le faire de plus en plus. Et en tout cas, c'est vraiment quand je sais que je vais peut-être sortir à peine d'argent pour me faire plaisir. Encore une fois, c'est pas de la boîte vu Bien que, sûr, bien sûr. voilà. Mais sortir de l'argent, et ben c'est pour pouvoir justement pas acheter, on va dire, ce genre de biens ou des trucs matériels ou quoi, mais c'est pouvoir nous payer ou nous offrir ce genre de souvenirs, quoi. Ok. C'est vraiment ça, c'est vraiment les souvenirs, quoi. Ok. Parce que c'est un souvenir de ouf quand même, t'es une semaine avec tes parents et grâce à quelque chose. Et en fait, c'est surtout ça aussi qui est un truc de ouf, c'est pas grâce à quelque chose qu'en mode, tu sais, qui t'est tombé dessus. Bien sûr. En mode, t'as gagné au loto, ah, incroyable, Non, non, let's go, j'emmène papa, maman et ma soeur. Non, c'est Là, vraiment un t'apprécies, truc, là. ouais, t'as galéré, genre, tu vois, tu te dis toutes les phases par lesquelles t'es passé pour offrir cette semaine qui va durer que 7 jours, tu vois, et qu'après sera terminée. Et ben c'est un plaisir de ouf, tu vois, de savourer ce moment-là après tant de sacrifices. Ouais, tant de sacrifices et de difficultés, quoi. Très bien, Mathis, super. On va passer au niveau, on va dire, plus structuration. Encore une fois, tu nous dis ce que tu souhaites partager. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'agence Short ? Ouais, alors, du coup, il y a des personnes en temps plein, il y a des personnes en temps partiel, il y a des personnes qui bossent au projet, il y a des personnes qu'on active des fois quand il y a besoin, des personnes qui bossent sur chaque projet. Mais on va dire, on est pour délivrer, on va dire, à peu près chaque client actuellement, on est quand même une petite dizaine, tu vois, à bosser sur chaque projet, sachant qu'il y a pas mal de pôles. Il y a le pôle scripting que tu connais bien avec tout le copywriting, il y a le pôle tournage, il y a le pôle montage, il y a le pôle de gestion de projet, il y a tous les assistants avec les réservations des déplacements, l'organisation des lieux de tournage. Enfin, il y a pas mal de pôles différents, mais on va dire pour bosser sur les projets, on va dire avec tous les clients aujourd'hui qu'on gère, on est environ une petite dizaine pour gérer ça, quoi. Ok, super. Et toi, du coup, tu fais beaucoup encore d'opérationnel ? Tu es beaucoup encore dans la partie opération, quoi. Ouais, quand même pas mal aujourd'hui. J'essaye. En fait, c'est complexe parce que il faut le faire, tu vois, l'opérationnel. Et moi, je le fais trop. Et je pense qu'on a le même truc, mais c'est que, tu sais, quand tu es trop impliqué, et ça, c'est un frein, mais c'est pas grave aussi, c'est ce qui fait la réussite. Mais quand tu es trop impliqué, moi, et au début, je pensais pas, mais j'ai une implication beaucoup trop émotionnelle sur mon business et j'ai un attachement parce que c'est mon premier projet, c'est un truc que j'ai commencé dans ma chambre à 16 ans et c'est réel, tu vois, cette histoire. Et du coup, je vois les 4 dernières années où j'ai galéré, je me dis, putain, ça peut pas s'arrêter. Du coup, il faut que je fasse les choses le plus parfaitement possible pour que ça continue de marcher comme ça a marché aujourd'hui. Et comment ça a marché, c'est moi qui gère tout en freelance et du coup, il faut que j'essaye de garder la main sur le plus de choses possible. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça te bloque, tu vois. Il faut apprendre à déléguer, voilà, à donner. Et du coup, ça, c'est vraiment mon plus gros travail, tu vois, de là, la dernière année, c'est vraiment apprendre à se dire, ok, tu peux déléguer. Tu fais confiance plus, peut-être ? Ouais, tu fais confiance. Après, il faut bien déléguer, tu vois. Genre, faut faire vraiment attention. C'est complexe, mais en fait, arrive un moment, tu te rends compte que tu peux déléguer et tu vas te rendre compte aussi petit à petit, tu vois, mais tu peux déléguer des choses que tu pensais jamais pouvoir déléguer. Et en fait, des gens vont mieux faire le travail que toi, tu le faisais parce qu'en fait, ils font uniquement ça. Tu vois, c'est que toi, aujourd'hui, tu fais plein de choses. Du coup, tu fais les scripts, tu fais le montage, tu fais le tournage, tu fais ci comme moi, tu vois, tu fais tout. Et du coup, tu te dis, en mode putain, c'est impossible que quelqu'un fasse ça, mais en fait si, parce que tu les mets que sur une tâche et en fait cette tâche, ils ont toute la journée pour bien faire cette tâche et ils ont beaucoup plus de temps et surtout au bout d'un moment ils font tellement ça qu'ils sont meilleurs que toi dans cette tâche là, tu vois. C'est comme toi dans le copywriting, aujourd'hui tu es super fort parce que tu fais que du copywriting, tu vois, et tu maîtrises à fond cette partie là justement copywriting. Et c'est comme un monteur, un monteur en fait il est meilleur que toi, même si au début tu as l'impression que c'est trop dur de déléguer le montage. En fait tu as des mecs qui font du montage depuis 4 ans, tu vois, et qui font que du montage. Genre, ils cherchent pas à entreprendre dans un autre projet, ils font que du montage. Donc ouais, non, c'est dur de déléguer. Surtout quand on a une application un peu émotionnelle comme moi, où on veut satisfaire chaque client, où tu peux pas laisser un client insatisfait, où il faut vraiment faire un travail de ouf, où il faut délivrer un 10 sur 10 à chaque fois, des vidéos de ouf, il faut que tout soit parfait, il faut corriger tous les scripts, il faut que tout se passe bien. Enfin, je pense que tu le vois aussi, tu vois, je suis giga impliqué opérationnellement. Et aujourd'hui, je suis encore dans l'opérationnel, beaucoup sur la partie écriture quand même, tu vois, parce qu'il y a beaucoup. Ouais, parce que parce que moi je te coupe pas, mais tu me disais que c'était plus dur, toi, de déléguer la partie copywriting, scripting. Ouais, vraiment. Vraiment, dans une agence de vidéo, je pense tous les trucs sont durs à déléguer. Genre, il n'y a pas un truc qui est facile. Tu trouves un mec, salut, tiens, fais le travail et c'est pareil. Et ça part. Non, pas possible. Mais voilà, il y a des postes qui sont plus ou moins compliqués. Moi, il y a plusieurs postes. Le poste de montage, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes personnes dès le début. Et j'ai été bien accompagné. C'est encore des personnes avec qui je bosse aujourd'hui que tu connais. Mais bref, c'est des super gars et ça se passe hyper bien. Et je pense, mais du coup, je suis un peu biaisé par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai réussi à déléguer, on va dire, le plus facilement. Même si au début, j'ai galéré. J'ai fait le montage encore je sortais 50 vidéos semaine. Ouais, je montais les vidéos comme un débile. Et voilà, du coup, il y a cette partie-là.
J'ai beaucoup galéré aussi la partie organisation, gestion de projet, suivi de projet, parce que moi, je suis assez compliqué aussi sur cette partie, mais on a un business model où ça mise beaucoup sur le volume, où ça demande beaucoup de réactivité, sinon les projets, ils avancent pas, où ça demande d'être hyper carré, parce qu'il y a, encore une fois, beaucoup de volume, du coup, il faut bien gérer les choses, vu qu'il y a beaucoup de postes après, quand la gestion de projet, elle doit gérer, du coup, avec la personne qui écrit, avec la personne qui tourne, qui monte, et qui... Enfin voilà, du coup, il y a le suivi avec le client directement, toute la relation, donc tu vois, faut gérer un peu le tout. Donc j'ai vraiment galéré aussi à déléguer cette partie. La partie de tournage aussi, je suis super bien entouré, donc heureusement ça se passe bien. Et je pense que je suis un peu biaisé, mais bref, j'ai bien réussi à déléguer, ça se passe hyper bien. Et voilà. Et sur la partie écriture, ouais, c'est la partie la plus complexe. En tout cas, où encore aujourd'hui, j'ai pas trouvé la clé pour avoir même si j'ai des bons profils, tu vois, aujourd'hui, mais pour avoir les meilleurs profils du monde, c'est super compliqué et surtout les maintenir, tu vois, et avoir plusieurs bons profils, tu vois. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je fais énormément de scripts parce que je peux pas te dire demain, ok, tu gères 50 clients à la semaine, enfin pas à la semaine, mais 50 vidéos à la semaine, c'est pas possible. Et du coup, ouais, le scripting, je galère parce que c'est une vraie compétence, le copywriting que tu maîtrises, mais que très peu vraiment maîtrisent et comprennent, tu vois, surtout que on a un style de vidéo qui est assez... c'est pas du copywriting classique. Tu vois, quoi. c'est pas de la VSL, c'est genre. pas de la VSL, ouais, exactement. C'est ça qui est complexe, c'est qu'il faut être bon en copywriting, mais il faut comprendre le style de vidéo, parce que si tu comprends pas, bah, même si tu es bon en copywriting, ça marchera pas. Du coup, ouais, la partie scripting, moi j'ai vraiment galéré, et c'est pour ça aujourd'hui, dans l'opérationnel en tout cas, et il y a toute la partie commerciale aussi qui est giga complexe, mais la partie scripting, c'est la partie aujourd'hui où ouais, j'ai le plus de mal à déléguer, mais parce que partie commerciale aussi, je suis hyper bien entouré, enfin, j'ai réussi à bien m'entourer dans tous les domaines, et je pense que c'est ça aussi la force d'une agence, c'est la force du fondateur à bien s'entourer sur tous les trucs. Et moi, j'ai aucun mal à le dire. Aujourd'hui, par exemple, il y a plein de personnes sur les différents pôles, comme toi, par exemple, en copywriting. Il y a plein de personnes qui, sur un sujet unique, sont meilleures que moi, tu vois, et je suis content de les avoir. Et je sers juste à chapeauter le tout et à faire que c'est vraiment l'assemblage de toutes ces étapes qui fait la force de l'agence. C'est qu'on a un super bon copywriting, c'est qu'on a des hyper bonnes personnes en tournage qui font que ça. On a des monteurs qui sont trop forts et qui font que ça. On a quelqu'un qui suit tout le projet et qui organise tout, qui est super fort. On a mon compte LinkedIn qui démarre et qui va chercher des clients. Une partie commerciale, pareil, qui est super fort, qui sait vendre notre offre, qui sait nous mettre en avant telle qu'elle est, parce qu'en vrai, notre offre, elle est aussi avantageuse, tu vois, mais c'est un peu le tout, justement, qui fait la force d'une agence, je pense, comparé à un freelance, quoi. Et moi, j'avais une question aussi. Ouais. Comment tu t'arrives à recruter tes talents? Est-ce que tu as un process particulier? Ouais. Voilà. Ouais, alors quand même pas mal de process quand même pour ça, c'est une partie complexe, même si je suis pas encore une fois le meilleur là-dessus, mais bref, j'essaye de bien faire attention. J'ai la chance aujourd'hui, et ça marche pour aller chercher les clients, mais aussi pour aller chercher les profils LinkedIn. C'est que quand tu as de la visibilité, par exemple, je me rappelle, je cherchais des profils en gestion de projet, donc des chefs de projet. J'ai fait en freelance, j'ai fait une offre d'emploi, tu sais, sur LinkedIn. J'ai eu genre en 24 heures, j'ai eu 400 candidatures ou 500 Ok. candidatures, tu vois, donc c'est énorme. Après, il y avait des bons profils, des plus ou moins bons profils, tu sais, vu qu'il y a la truc automatique, il y avait des profils qui postulent en automatique, mais qui sont pas du tout adaptés au poste. Mais mine de rien, LinkedIn, ça permet quand même d'aller chercher du bon volume en recrutement, du coup de se faire une bonne base déjà de contacts, de sélectionner les bons profils. Et je me rappelle, tu vois, mine de rien, mais parce que c'est ça aussi le taf en tant que fondateur d'agence et de gestionnaire, c'est que les 500 profils que j'ai en candidature, j'ai regardé les CV un par un. Genre, tu vois, je suis allé sur chaque profil un par un, et c'est long. Genre, vraiment, j'ai pris toute une matinée pendant 4 heures, les 4 heures de deep work, c'est ça. Mais un par un, tu vas voir chaque profil et tu compares un petit peu, tu sélectionnes. Et tu vois, on a un process quand même qui est assez précis et que j'ai essayé de bien développer dans l'agence. Mais le fait de sélectionner les meilleurs profils, de dire exactement, ok, qu'est-ce qu'un bon profil en gestion de projet, qu'est-ce qu'un mauvais profil par exemple en gestion de projet, quels sont les red flags. Donc, parce que des fois, peut-être une personne peut être super forte dans ce que tu veux, mais elle a peut-être pas la vision que tu as. Et du coup, si elle n'est pas imbriquée dans ta vision et dans la vision toi, que tu veux de ton chef de projet, ça marchera pas, tu vois. Et il faut pas recruter cette personne, même si c'est un meilleur profil. Vaut mieux avoir quelqu'un d'un petit peu moins bon ou moins compétent, mais qui est vraiment dans ta vision, que quelqu'un d'hyper compétent qui comprend pas ta vision et qui a pas envie de s'imbriquer dedans. Du coup, non, moi je pense, il y a beaucoup les process, c'est important, mais je pense qu'il y a aussi, et on l'oublie trop, mais il y a aussi la partie, mine de rien, psychologie, feeling. Et moi, je sais que j'ai recruté que des personnes avec qui je m'entendais bien. Et aujourd'hui, j'ai pas une personne dans mon business, ouais, tu vois, où je me dis en mode, je l'aime pas, mais il fait le travail, donc je le garde, genre. Même si des fois, bah, en vrai, il faut le faire, tu vois, c'est une entreprise, on n'est pas dans la cour de récréation, mais aujourd'hui, j'ai la chance, en tout cas, et j'espère que ça va durer, d'avoir que des profils que j'aime bien. Et quand j'ai recruté aussi, il y a le feeling qui passe de ouf, tu vois, tu vas être toute la journée, ou tous les jours, ou toutes les semaines, en tout cas en contact tous les mois avec ces personnes-là, tu vas bosser avec eux, c'est eux qui vont faire vivre aussi ton agence, c'est eux qui vont être en relation, ou pas forcément, mais qui vont délivrer tes clients, qui vont gérer les vidéos, donc il faut que le feeling passe bien pour qu'ils comprennent aussi
pourquoi tu fais ça et à quel point. Et tu vois, on n'est pas une grosse agence parisienne ou une énorme agence. Non, qui comprennent que ta vision, c'est de faire les choses bien et il faut satisfaire chaque client, tu vois. Et il faut que le mec il puisse comprendre aussi que, bah ouais, du coup, il faut satisfaire chaque client, donc il faut bien faire le travail et on peut pas rendre quelque chose en retard, rendre quelque chose bâclé. Du coup, c'est surtout les principes et les valeurs aussi qui sont importants pour moi en recrutement et pour aller chercher des A-players, qu'on va dire. Et le fameux Ouais, tu A-player, connais ça. les termes. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas du tout le meilleur, en tout cas Ok. dans ça. Je regarde des vidéos pour me former, des vidéos de Mathis Clouet, des vidéos de The Valère. Il y a Clément aussi qui est énormément là pour m'aider par rapport à ça, par rapport au recrutement, par rapport au management. En plus, là, t'arrives à un stade où le recrutement, Ouais, c'est quand même très très important, hein. c'est Si tu crucial, commences hein. à faire des erreurs sur ça, Ouais, c'est crucial. ouais. Vraiment, et en fait, quand tu es en agence, le but c'est de recruter les personnes qui vont aussi bien faire le travail que toi en freelance, mais du coup, ils n'ont pas forcément l'expérience que tu as, ou en tout cas, ils n'ont pas la connaissance de ta boîte, et c'est pas leur boîte. Donc, c'est Bien complexe. sûr, ouais, il y a ça aussi. C'est pas leur boîte, tu Mm. vois, et ça, faut accepter au début que c'est pas leur boîte. Donc, c'est normal s'ils te répondent pas à 19h, c'est normal s'ils peuvent pas faire le travail en 2 minutes, c'est normal s'ils sont pas aussi réactifs ou impliqués que toi, même s'il faut chercher des profils impliqués, hein, Bah, c'est faut pas à ça. l'extrême. Ouais. Mais ouais, non, en tout cas c'est pas facile de recruter, mais en tant qu'agence aujourd'hui, en vrai, mec, c'est le levier le plus. Avec bien sûr la com, le commercial, LinkedIn et tout, qui va chercher les clients. Parce que si tu as des A-players, mais t'as pas de quoi les payer parce que t'as pas de clients, bah en vrai, ça sert à rien. Mais ouais, Mm. c'est le levier le plus important, je pense, et le plus puissant pour bien délivrer les clients, aller chercher de la satisfaction, aller chercher du bouche à oreille et développer une vraie agence, quoi. Mm. Et Tu en vois? termes de management au niveau de l'équipe, là, Ouais. t'as appris du coup à manager. Parce qu'en fait, moi j'ai la vision, c'est comme je suis Ouais. je suis dans l'agence. Ouais. Je trouve que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ton côté humain. Ouais. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais en tout cas, Ouais. ça c'est quelque chose qui est. En tout cas, que moi que j'apprécie, tu vois. Ouais. Le côté one-one, tu vois, quand on se parle, Enfin voilà, moi j'aime bien ça. Et je trouve que t'es bon en management. Après, c'est ma vision, hein, tu vois. Ouais. Enfin, ma vision on va dire, de prestataire. Mm. Mais je trouve que les échanges sont bien, tu vois. Toi, comment est-ce que tu te formes en management? Est-ce que comment tu t'abordes un peu ce point-là, quoi? Ouais, c'est pas facile en vrai le management, surtout quand ça joue un peu aussi, mais surtout quand t'es jeune, tu vois. Genre, c'est encore plus complexe, je trouve, parce que Mm, mm, mm. tu sais, des fois, ça dépend des gens, mais je pense aussi qu'il faut. Tu vois, par exemple, toi, tu me vois comme un bon en management, mais c'est parce qu'on s'est bien trouvé, tu vois, et parce qu'on a pris le temps de comprendre qu'on était fait aussi pour travailler ensemble. Et il y a plein de gens qui, même si je le fais de la même manière que toi, ils vont me dire, mec, t'es un connard, ou t'es mauvais en management, ou ça va pas, ou c'est aussi pour ça que c'est important de trouver les bons Bien profils. sûr, ouais. Après, comment. Moi j'ai pas vraiment. Et je pense que j'ai une marge de progression énorme par rapport au management, vraiment. Mais encore une fois, j'ai Clément qui m'accompagne bien sur cette partie, donc je suis bien conseillé. Et c'est important sur certains sujets plus complexes. Mais après, vraiment, en tout cas, avec 90% de mon équipe. Le but c'est juste de faire au feeling, genre ça dépend après parce qu'il y a feeling et feeling, mais le Ouais. but c'est de faire vraiment en mode je suis moi-même, tu vois, j'essaye pas de jouer un rôle, j'essaye pas d'être quelqu'un que je suis pas, j'essaye pas de faire des demandes surréalistes, j'essaye aussi de comprendre toi la vision que tu as, ce que tu as à côté, les projets que tu as à côté, vu que Empathie, quoi. ouais, voilà, t'es en tant que Mm. prestataire, les projets que tu as à côté, comment tu le vis, j'essaye aussi et c'est hyper important pour moi, je pense que tu le vois, mais que t'aimes bien ce que tu fais, que tu comprennes ce que tu fais, que tu sois content de faire ça aux clients. Et en fait, j'essaye de faire comprendre que ton taf, et en plus c'est le cas, mais pour chaque personne, tu vois, dans l'agence, que le taf de chaque personne dans l'équipe, il est autant important que le taf qu'une autre personne. Tu vois, si une personne, parce qu'on est une petite agence, genre, on peut pas avoir une personne qui fait mal le travail, tu sais, des Apple. T'as un employé en boutique qui s'en fiche, c'est pas grave en C'est pas vrai. grave, ouais. La boutique fera le même chiffre d'affaires ou à la limite ils vont perdre 2 clients parce que voilà, parce qu'il y aura un vendeur négatif en face. Mais nous, s'il y a une personne qui fait mal le travail, le client il empathie direct, tu vois, et c'est pas possible. Donc j'essaye d'expliquer aussi que chaque personne, son travail est hyper important. Il faut, pas, qu'il faut, faut vraiment que que le travail de chacun s'assemble pour que ça fonctionne, tu vois, et voilà. Et du coup, non, en tant que management, j'ai pas vraiment suivi de formation. Après, j'ai lu pas mal de livres quand même quand j'étais jeune, à 16, 17, 18 ans. Je lisais quand même beaucoup de livres, donc j'ai appris quand même Ok. quelques grands principes. Mais non, toujours le côté humain, moi je pense que c'est le plus important aussi pour que ça matche. Le côté humain, je pense, c'est plus important que les compétences, tu vois. Même si ça dépend de niveau, tu peux pas demain recruter un mec qui connaît pas les vidéos pour faire des scripts, tu vois, c'est pas possible. Mais c'est mieux d'avoir le côté humain à 100% et le script à 60% et de le faire évoluer en script parce qu'en humain, ça évoluera jamais, tu vois. Genre, c'est pas possible. Si ça matche pas, ça matchera pas, quoi, tu vois. Donc, non, apprendre à connaître chacun, comment chacun travaille, je pense que c'est le plus important. Comment, surtout, chacun veut être managé. Je pense que chacun doit être managé différemment. Donc, il faut aussi, tu sais, savoir s'adapter de comment chacun fait le travail. Et après, toi aussi, t'es quelqu'un, et c'est pas le cas pour tout le monde, mais t'es quelqu'un d'hyper autonome, tu vois.
Genre, tu fais le travail, tu rends dans les temps, il n'y a pas vraiment de difficulté de management. Tu vois. C'était dur. Hein. C'était Au début, quand j'ai commencé en alternance, Johan de Goat, si tu passes par là, c'était très très dur. Hein. Mais bah ouais, mais quand tu es dans une startup, tu es obligé de te débrouiller un peu tout seul. Mais bon, je suis content que tu me le dises parce que au début, c'était vraiment très très compliqué. Hein. Mais quand je te dis très compliqué, c'était. Tendu, genre. Ouais. Mais ça se ressent pas, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est que tu es giga autonome, c'est que tu arrives à travailler en autonomie, c'est que tu rentres dans les temps, c'est que tu es dans les délais, c'est que. Enfin, moi, je supporterais pas, tu vois, qu'on sorte les trucs en retard. Donc, c'est pas possible. J'essaye de. Puis, en fait, je pense que tu as aussi cette vision mature de te dire, et tu le sais, que ça va avoir une influence sur tout ce qui se passe derrière. Parce qu'après, derrière toi, il y a le tournage, après, il y a le montage, il y a la livraison au client, il y a les modifications du client, il y a plein de trucs, tu vois, donc tu arrives à avoir la maturité. Puis si c'est en retard, le client n'est pas content, du coup, pour toi, c'est pas bon parce que tu vas pas le re-signer. Du coup, c'est embêtant pour tout le monde, quoi. Ouais, de fou. Donc, mais t'as ce recul-là, il y en a beaucoup qui l'ont pas, et chacun, tu vois, je pense aussi, il y a plein de A-players qui doivent être managés différemment. Genre, il y a des mecs, tu dois les laisser en autonomie à 200%, sinon ils font mal le travail. Il y a des gens, tu dois être un petit peu plus derrière eux, sans trop l'être, sinon c'est qu'il y a un problème, un petit peu plus derrière eux pour qu'ils fassent le travail, tu vois. Il y a des gens, tu dois être en soutien de ouf. Il y a des gens où, tu vois, comme nous, en vrai, on n'est pas en relation tous les jours du tout. Franchement, si on a une discussion en one-one une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Mais parce que tu fais le taf, tu vois, le taf il est fait, t'as une question, tu me le dis, je te réponds. Puis c'est grâce au bon travail aussi de la gestion de projet. Exactement, la gestion de projet fait bien son taf et c'est le but. Mais non, chaque personne doit bien faire son travail. J'ai pas de règles en management, en vrai, je suis pas du tout le meilleur par rapport à ça. Juste, je suis moi-même. Comme je suis sur LinkedIn, comme je suis dans la vraie vie, comme je suis avec mes clients. Tu sais, je suis pas différent avec mes clients que je le suis avec mon équipe. Ce que j'explique juste, c'est juste que on a des clients qui payent pour avoir quelque chose, qui payent pour avoir quelque chose dans les temps, qui payent quelque chose pour avoir des performances, qui payent pour que quelque chose soit bien fait. Donc, faut aller au maximum pour que le taf soit bien fait et que ce client qui a payé soit content. C'est ça, exactement. On va passer avant la partie, on va dire vidéo. J'aimerais passer un peu rapidement sur on va dire le mindset entrepreneurial, c'est la grande chose. C'est, toi, est-ce que tu as des habitudes, des fameuses routines au quotidien On en a plus ou moins parlé un peu avant, mais... Ouais, alors... moi à la base j'étais vraiment avec des routines, surtout au lycée, genre vraiment j'avais des routines et j'avais mis en place un tracker d'habitude, je crois que je l'avais vu sur Yomi. C'était ah non, c'était pas Yomi pour le coup, je sais plus c'était quoi exactement, c'était un YouTuber Notion. Du coup, c'était un template Notion, je saurais pas te dire ça venait d'où, mais c'était hyper intéressant, c'était un tracker d'habitude où chaque mois tu avais ton pourcentage de réussite, fallait le battre, tu mettais ton record, tu mettais tous tes objectifs dans un tableau, c'était une base de données hyper bien faite. Du coup, j'avais vraiment ça à un moment où je traquais tout. Du coup, toutes les habitudes que j'ai fait dans ma vie, comme ça je peux faire mon petit retour d'expérience. Il y a déjà le réveil hyper tôt. Ça, je pense, c'est un game changer. Ça dépend pas pour tous, mais moi, ça a vraiment changé ma vie. Et tu travailles à un moment où personne te dérange. Il y a des gens qui sont plus du soir aussi, donc ok, mais bref, je serais toujours partisan quand même de. Ouais. À 23h, tu peux regarder Netflix et être tranquille. En vrai, si tu te lèves à 5h du matin, t'es vraiment bizarre si tu regardes Netflix, tu vois, tu peux pas. Du coup, tu taffes, ou alors tu continues à dormir, mais du coup, tu travailles pas. Mais voilà, du coup, me lever tôt le matin, ça a été game changer. La douche froide, j'ai essayé pendant longtemps. En 2022, j'ai fait une année sans aucune douche chaude, vraiment, et j'ai vraiment réussi. Même tout l'hiver, j'ai fait aucune douche chaude de l'année. Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'étais content sur le moment, mais en vrai, avec du recul, c'est quand même plus de souffrance que de points positifs. Ouais, t'es hypé 10 minutes après, mes frères, tous les jours, t'es dégoûté d'aller prendre ta douche. Donc c'est terrible. J'avais repris la douche froide en plus il y a pas longtemps. Donc bref, douche froide, non, moi je l'ai plus aujourd'hui dans mon quotidien. Il y a la lecture qui est hyper importante qu'aujourd'hui j'ai du mal à maintenir parce que, et c'est ça qui est compliqué, peut-être tu l'as aussi, mais tu sais, c'est pas quand tu lis. Tu fais pas de l'argent ou tu scales pas directement. Tu sais, t'es pas là, ok, je lis, nickel, je développe ma boîte. C'est sur long terme, quoi. C'est dur, tu vois, cette vision-là. Du coup, je lis un peu moins, mais bref, j'ai lu beaucoup de livres, en tout cas, vu que j'ai commencé tôt. Et ça, vraiment, ça m'a appris plein de choses. Et c'est hyper important aujourd'hui pour moi. Il y a plein de principes que j'applique encore tous les jours, mine de rien. Donc, un livre, c'est hyper riche en valeurs. Il y a le fait de se former. Moi, je me forme tous les jours. J'essaye vraiment tous les jours, au moins 1 heure par jour, de me former. Que ce soit à travers un podcast, à travers une vidéo, en lisant un article, en regardant des vidéos ou en regardant ce que fait la concurrence, par exemple sur Meta, sur les publicités. Enfin bref, j'essaie vraiment pendant 1 heure de me poser et d'apprendre des choses, tu vois, d'apprendre les algorithmes, d'apprendre vraiment ce qui se passe en ce moment. Voilà. Ensuite, quelles autres habitudes? J'ai fait le journal de 5 minutes. Je sais pas si tu vois ce que c'est un peu. En gros, c'est un journal où il y a plusieurs trucs dedans, mais en gros, c'est un peu de la gratitude. Genre, je suis reconnaissant pour avoir ça aujourd'hui, je suis reconnaissant. Tu le fais une fois le matin, une fois le soir. Ça, je l'ai fait. J'ai arrêté de le faire. C'est pas mal quand même parce que tu es reconnaissant des choses qui t'arrivent. Mais t'arrives à prendre un peu de recul, quoi. Tu prends un peu de recul. Mais bref, j'ai pas vraiment réussi à le maintenir. La méditation.
J'ai essayé de le faire, t'as déjà réussi Non, non, moi j'arrive Jamais? pas. Non. Ouais, j'ai jamais trop Non. réussi. J'ai essayé plusieurs fois vraiment de m'y mettre à fond. J'ai jamais réussi à me plonger dedans. J'aimerais bien, mais Ouais. j'ai jamais Ça trop. demande beaucoup de discipline, C'est quoi. dur, hein. Ouais. C'est dur. Mais après, non, en termes d'habitude, en tout cas, moi, ce que je fais aujourd'hui et ce que j'applique, j'essaye de faire, tu sais, la loi de Pareto 80-20. Mm. Et vraiment, je me dis, les meilleures habitudes que j'ai à mettre en place, c'est me coucher tous les jours à la Ouais. même heure, me lever tous les jours à la même heure, et du coup, me coucher tôt, me lever tôt, dormir minimum 7 heures par nuit, 8 heures, j'aimerais bien, bref, je suis à 7 heures, mais j'aime minimum 7 heures par nuit. Boire de l'eau, donc ne pas boire, voilà, ou ne pas fumer de vraiment c'est important. Je sais pas si tu vas être ban au pire, tu mettras un bip, je sais pas si on va dire ça sur YouTube, mais bref. Voilà, ça c'est hyper important. Bien manger, moi je mange hyper bien, j'ai des repas protéinés, je calcule la plupart du temps ce que je mange en termes de calories, protéines, glucides, lipides, donc j'ai vraiment, je suis hyper traqué par rapport à ça. Je sais que je mange minimum 150 grammes de protéines par jour, chaque repas j'ai des protéines. J'ai un repas le matin tu vois je mange des œufs, j'ai un bon repas le midi, une collation à 16 heures, un repas le soir, enfin vraiment je mange hyper bien. Je mange pas de sucre, vraiment j'évite à 100% tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est Mm. industriel, enfin vraiment j'essaie de manger le plus brut possible on va dire. Donc ça c'est un facteur qui est hyper important. Et faire du sport. Voilà, faire du sport, franchement, peu importe le sport, hein, moi je fais de la muscu et je cours beaucoup, mais ça peut être tout type de sport, juste j'essaye, voilà, 1 heure par jour, 1h15 par jour, ou du coup entre 3 et 5 fois par semaine de faire du sport, et pour moi c'est les trois piliers qui, quand tu fais ça, ça sert à rien d'aller chercher plus loin, franchement, faire ça et travail bombarde, et le résultat il vient, tu vois, genre c'est vraiment la vérité, quoi. Autre question, Mathis, parce qu'on parle beaucoup des succès, on va dire, Mm. des côtés, des bons côtés de l'entrepreneuriat. Comment toi tu fais pour rester focus, on va dire motivé, quand ça va un petit peu moins bien, quand tu l'expliquais tout à l'heure, t'as un peu beaucoup de choses négatives qui vont au même moment. Comment toi tu gères ça? Ouais. Alors, je pense que déjà, il y a le fait, tu sais, que je me laisse pas forcément le choix de travailler. Du coup, même quand ça va pas bien, je me dis pas, ok, je vais tout arrêter. Bah non, ouais, tu sais, j'ai pas. En tout cas, je suis jamais arrivé à. J'ai déjà pensé des fois d'arrêter et d'abandonner et de tout arrêter. Je pense que tout le monde, ça passe par la tête de tout entrepreneur, tu vois, à des moments de tout stopper. Mais bref, non, c'est pas le cas. Mais je pense que c'est vraiment mon why, tu vois, de pourquoi tu entreprends, pourquoi tu veux faire tout ça, tout ce que tu as déjà fait, peut-être, et tout ce que ça t'a déjà permis, tout ce que ça t'a déjà apporté. Et par rapport à ça, quand je me lève, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je me lève, je sais ce que j'ai envie d'offrir. C'est toujours le même principe, tu vois, d'offrir à ma famille. Je sais de la vie que j'ai envie d'avoir, je sais les objectifs que j'ai envie d'atteindre, on va dire, vis-à-vis de l'entrepreneuriat, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes d'équipe, en termes de ce que j'ai envie de fonder, de l'empreinte que j'ai envie de laisser un petit peu, justement, autant dans la vidéo, tu vois, mais que dans l'entrepreneuriat en général, on va dire. Et ouais, moi je me rappelle, je faisais un truc à un moment. Là, pour le coup, je l'ai plus sur mon bureau, mais à un moment, j'avais des photos de mes parents, ma famille, etc. Puissant ça, Ouais, voilà, sur mon bureau, et comme ça je me levais, je les voyais et je me disais ok, pas le choix il faut quoi. que je le fasse. Et quand j'avais 16 ans, je m'étais fait une fiche, elle est encore dans ma chambre d'ado, objectif 2022 du coup je crois, ou 2023, non c'était 2022 il me semble, ouais 2022, et j'avais marqué tous mes objectifs de l'année sur une feuille. C'était du classique, hein, c'était genre j'étais dans l'e-commerce du coup. J'ai voulu tout faire moi. Avoir une boutique e-commerce et faire 2000 € par mois, bon, j'ai jamais réussi. Mais tu vois, que ce soit des objectifs financiers, des objectifs familiaux, personnels, à l'école, avoir plus de que 14 de moyenne, etc. Et des objectifs sportifs. Mais bref, avoir cette fiche d'objectifs là, et je sais chaque année ce que je veux atteindre. Je sais que pour atteindre ça, j'ai pas le droit, on va dire, où je peux pas m'autoriser d'arrêter de travailler ou de relâcher parce que ça va pas. Non, il y a toujours des périodes négatives dans la vie. Il y a des périodes qui sont plus dures. Il y a des périodes où je me lève et j'ai pas envie de me lever le matin. Il y a des périodes où j'ai pas envie de travailler. Il y a des périodes où j'ai des sujets trop chiants à traiter. Enfin, je le fais et je sais qu'il y a des fois il y a des trucs cool et du coup je suis content de le faire. Mais en tout cas, j'entreprends pas pour. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent ça. Mais j'ai pas entrepris par passion. Genre, ça, c'est un. Tu Hmm. sais, je suis pas passionné par Ok. la vidéo. Genre, je suis pas là en mode oh, Ah, la ok, vidéo, c'est un intéressant. truc exceptionnel, c'est un truc de ouf. J'ai vraiment pas une passion stratosphérique vis-à-vis de la vidéo. J'adore ça, mais je suis principalement passionné par l'entrepreneuriat Ok. plus que par la vidéo. La vidéo, c'est ce qui me permet d'entreprendre, tu vois, et c'est ce qui a marché, et tant mieux, je suis hyper Créer quoi, content. Ouais, voilà. t'aimes bien créer, ouais. J'adore Hmm. créer, j'adore entreprendre, j'adore le challenge, j'adore ça, tu vois, du coup j'entreprendrai toujours, que ce soit dans la vidéo ou non. Et aujourd'hui la vérité c'est que je suis tombé dans la vidéo et j'adore ça et j'ai réussi, parce qu'au bout d'un moment quand tu fais un truc tous les jours, si t'aimes pas, tu vois, t'es obligé de stopper. Bah ouais. Genre t'es pas obligé de te passionner, mais si t'aimes pas, tu stoppes. Ouais. Et c'est que quand tu fais un truc tous les jours depuis 3 ans, bah, au bout d'un moment t'apprends à aimer le truc et t'apprends tellement de choses sur ce truc-là, du coup que tu te dis qu'en fait c'est incroyable et c'est un truc sans fin, avec tellement de créativité, tu peux faire tellement de choses que bah, au final tu finis par te passionner toi-même par ton projet. Et en tout cas c'est plus le projet en lui-même qui me passionne
que les tâches que j'ai à faire Ok. chaque jour, que le domaine en lui-même, etc. quoi. Ok. Moi, j'avais une question aussi parce que, en fait, j'ai jamais eu trop l'occasion d'en parler à d'autres entrepreneurs, tu vois. Mais parfois, j'arrive pas à travailler. Non. Mais tu vois, t'arrives pas à travailler, mais t'es obligé de travailler. Tu vois, il y a pas le choix, tu vois. Toi, comment tu fais pour, parce que tu sais, enfin, il y a vraiment des journées où tu veux travailler, il y a rien qui sort, quoi, tu vois. Comment toi, tu fais pour quand t'arrives pas à travailler ou même quand t'as pas envie de travailler, tu vois. Enfin, plutôt quand t'arrives pas, d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, comment, c'est quoi, toi, enfin, ouais, comment Les tu fais? techniques, quoi. En vrai, j'ai pas vraiment de technique. Miracle. Ouais, non, non, j'aimerais bien. Mais c'est souvent quand même. Moi, c'est plus souvent que. Hmm. Et je pense même toi, mais c'est tout le monde. Enfin, Ouais, ouais. tout le monde préférait, je pense, même si je suis content de me lever et de le faire, mais tout le monde préfère dormir que se lever à Ouais, mais il y 6 a heures quand même du des moments, matin. tu vois, où tu vois, t'enchaînes les heures, Ouais, et il y a un t'es moment, dans le truc. tu vois, Ouais, il est peut-être 16 ou 17 heures, ouais, tu te dis, ouais, bon, j'ai encore beaucoup de taf à faire, ouais, ouais. et genre vraiment là, mon cerveau, Ouais, il il bouillonne, chauffe, t'en peux quoi, plus. tu vois. Ouais, du coup, par rapport à ça, moi j'ai plusieurs choses et je pense qu'il me permet de maintenir une productivité comme ça. Bon, il y a des jours où je suis hyper productif. Hmm. J'ai une productivité quand même en général qui est assez haute, tu vois, on va dire à l'année. Mais il y a des jours où je suis hyper productif, des jours où vraiment c'est beaucoup plus compliqué et c'est chiant. Tu sais, tu travailles, mais en Bah fait, ouais. puis en plus, t'es frustré parce que t'avances pas. Et du coup, moi, ça me fait, mais genre, t'es frustré d'être frustré parce que tu dis putain, j'avance encore moins du coup. Enfin, du coup, c'est un peu compliqué. Mais non, en tout cas, moi, j'essaye d'avoir un emploi du temps qui est bien organisé. Je pense que c'est le truc principal dans mes habitudes aussi, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais toutes mes journées sont vraiment planifiées, tu vois. Je sais à l'avance ce que je vais faire, il y a tout qui est mis sur mon agenda, dans ma to-do list, je sais vraiment comment structurer chaque journée, et dès que je commence à perdre ce truc-là, c'est là où je perds direct en productivité, ou en mode je me lève le matin, j'ai pas encore défini ma to-do. Alors que vraiment les journées où je suis plus productif, c'est le soir avant de dormir, ou le soir la veille en tout cas, je sais exactement tout ce que je vais faire le lendemain. Bah ok, de 8h à 9h, je vais faire ça, de 9h à 11h, j'ai ça, de 11h à 14h, je dois faire ça. Après, je mange, après, je fais ci, après, je vais au sport à telle heure. Tu vois, vraiment, j'organise tout et c'est millimétré. Et bon, c'est pas une vie rêvée, je pense, pour plein de monde, mais c'est vraiment ce qui permet d'être focus et on va dire de savoir exactement quoi faire. Parce que quand tu sais pas quoi faire, bah, t'as vite fait de dévier et te mettre sur des tâches qui en fait vont rien te rapporter Ouais. juste parce que c'est cool de faire ça. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça qui va développer ta boîte ou ton activité. Mais du coup, quand j'ai pas envie de travailler, ça arrive quand même assez souvent, tu vois, que j'ai pas forcément envie, je travaille quand même. Genre, ça m'est jamais arrivé, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça arrivera, je pense, mais de me dire, vas-y, c'est bon, j'arrête, ça me saoule, ça sert à rien, à part si vraiment il est 21h et j'ai encore plein de trucs, et tu sais, dans ma tête, je me dis, vas-y, je vais faire jusqu'à 23h, au final, je me dis, vas-y, c'est une mauvaise idée, va dormir, continue demain matin. Mais non, j'essaye par rapport à ça, et c'est justement ça qui est important aussi dans mon lifestyle, c'est qu'il y a le sport qui me permet de déconnecter, c'est que j'ai pas mal de repas, mine de rien, dans ma journée, et en vrai, ça ressource, tu vois, tu manges un truc, bah vas-y, tranquille, à 16h, 17h, t'es fatigué, tu prends un truc, tu bois une Monster, tu repars. Non, mais bref, tu manges un petit truc, tu repars jusqu'à 20h, tu vois. Donc il y a des petits trucs dans mes journées qui font qu'elles sont bien organisées pour que ça reparte. Et je connais aussi mon corps, donc je connais mes moments de Hmm. fatigue, quand est-ce que je vais commencer à fatiguer dans la journée. Donc je sais à quel moment peut-être je dois mettre un repas pour manger, pour rebondir juste après, à quel moment je dois peut-être, j'en bois pas pour le coup, mais boire un café ou boire un petit truc, tu vois, ou aller sortir, marcher 2 secondes ou faire un autre truc, histoire le temps de se rafraîchir un peu le cerveau. Mais non, je travaille quand même quand j'ai pas envie, c'est pas facile, il y a des jours où t'as envie, des jours sans, mais je pense qu'il faut le faire, en tout cas Faut ça le dépend de faire. ton niveau d'ambition, mais il faut le faire, parce que si t'habitues ton cerveau, tu vois, à pas travailler quand t'as pas envie, Bah après, bah, ouais, ton tu fais cerveau il rien, aura quoi. de la facilité à dire j'ai pas envie de Ouais, travailler aujourd'hui, surtout quand t'es entrepreneur, il y a personne qui dit travail, donc c'est ça, travaille pas, bah, ça avance pas quoi. c'est ça. Ok, super Mathis, bah, on arrive sur la dernière partie moi, que je voulais aborder avec toi, Ouais. sur la partie vidéo, le côté expertise, hein. J'ai plusieurs questions. Pour toi, qu'est-ce qui fait une vidéo performante sur les réseaux sociaux? Quels sont on va dire, les facteurs où on dit, ok, là c'est la vidéo c'est parfaite, on va dire, pour exploser, quoi. Plutôt en organique. Ok. Parce que, alors oui, après j'ai une question aussi sur la différence en ads et organique pour ceux qui nous écoutent, mais plutôt en organique. Enfin déjà non, explique ce que c'est, enfin la différence entre ads et organique, et après Ok. on verra. Ok. Ça sera plus simple. Ads et organique, bah, j'ai créé une formation interne il y a pas longtemps où j'en parle justement, donc ça va, je suis à jour. Mais en gros, une ads, ça va être du coup une vidéo plus dans la définition, on va dire, qui va être diffusée dans des campagnes publicitaires, par exemple sur Meta, Instagram, Facebook ou sur TikTok Ads. Donc ça va être vraiment une vidéo avec un objectif derrière, que ce soit un objectif de conversion, un objectif d'inscription, de téléchargement d'une application par exemple, mais il y a un objectif. Et du coup tu mets 20 euros, le but c'est que ça en ressorte 25, 30, 40, enfin que tu as un retour sur investissement du coup qui est estimé. Alors qu'en organique, du coup principalement sans budget sur TikTok, Instagram, les réels, du coup sur YouTube Short, etc. Facebook aussi. Mais bref, c'est une vidéo du coup qui va être publiée et le retour sur investissement est pas chiffré. C'est-à-dire que ta vidéo, elle peut monter à 2000 vues.
elle peut monter à 700 000 vues, 2 millions. Tu sais pas combien elle aura généré derrière pour ton business, mais le but c'est de faire le plus de vues, en tout cas, ou c'est de l'image de marque, mais c'est d'aller chercher le plus de visibilité pour faire des vues. Donc c'est un peu les deux différences, en tout cas au niveau de la définition. Une qui est mise sans budget, donc publiée juste sur les réseaux comme ça, il y a 0 € qui est mis dessus. Une autre en campagne publicitaire où là tu mets de l'argent dessus et le but c'est de ressortir avec un retour sur investissement qui est rentable. Ensuite, au niveau de la créa pure et de la différence des vidéos, donc comment une vidéo se structure en organique par rapport à une vidéo en ads. Il y a du coup, en organique, souvent, il n'y a pas de règles, il y a vraiment tout qui est possible, mais bref, je vais dire en général comment je le définis pour quelqu'un qui ne connaît pas. En organique, les KPI que tu vas traquer souvent et que les marques vont traquer, en tout cas si on va aller chercher ta visibilité, ça va être les vues, ça va être les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements, ce qui n'est pas le cas en ads. En ads, ça va vraiment être le retour sur investissement, le coût par clic, etc. Tu vois, le coût par achat, par exemple, la marge que tu as derrière, le panier moyen, enfin bref, c'est des KPI beaucoup plus chiffrés, financiers en ads, alors qu'en organique, ça va être vraiment beaucoup plus axé performance sur les réseaux, tu vois, et pas performance chiffrée, retour sur investissement financier, quoi. Et du coup, le but en organique, ça va être de maximiser donc ces KPI-là. Tu vois, je le prends vraiment de la logique qui part du fond. Le but, ça va être de maximiser les KPI qui intéressent le client ou en tout cas qui sont intéressantes sur ces différents canaux. Donc, ça va être les vues, les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements. Donc là, il faut se dire, ok, comment faire une vidéo qui va aller chercher le plus et qui va maximiser ces KPI pour aller chercher un maximum de performance. Et du coup, là, en l'occurrence, c'est pas forcément, et souvent c'est pas le cas, c'est pas en parlant du produit. Tu vois, c'est pas en disant, ok, là j'ai un super verre d'eau dans la main, que tu vas faire 200 000 vues, tu vois, si c'est le produit par exemple que le client vend. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour mesurer le retour sur investissement, parce que tu peux faire 2 millions de vues, du coup maximiser le KPI des stats, mais derrière que la vidéo, en fait, tu parles pas du produit, du coup elle fait 3 utilisateurs, tu vois, genre, on sait pas. Mais le but, en organique en tout cas, ça va être d'avoir une vidéo quand même qui est pas trop centrée sur le produit que tu vends, en tout cas de mon expérience, et ça dépend encore une fois les types de domaines, voilà, si c'est un restaurant, c'est pas possible, mais voilà, le but ça va être d'être assez clivant. Et pour moi, en tout cas, le facteur, c'est un mix de tout. Mais en gros, nous, ce qui fait aujourd'hui un peu la force, justement, dans l'agence et qui fait qu'on arrive à aller chercher des performances, c'est qu'on sort ça va dépendre des semaines, tu vois, mais entre 40 et on est monté à 85 vidéos à la semaine. Tu vois, donc ça fait énormément de volume et du coup ça fait qu'on publie énormément de vidéos. Donc on a un recul énorme sur ce qui marche pas, vu qu'on sort plein de vidéos, donc les clients, à chaque fois forcément ils les publient et on sait ce qui marche pas. Du coup on a réussi un peu avec toutes ces vidéos là. J'ai produit en tout, je crois, j'ai compté, mais ça doit être plus de 5000 vidéos, tu vois, donc à force, tu as des petits facteurs qui font qu'une vidéo marche toujours en organique. Et le premier facteur, déjà, ça c'est un peu valable pour les deux, mais c'est d'avoir déjà une bonne accroche. Que ce soit en ads ou en organique, c'est le plus important, c'est le hook, c'est ce qui va captiver l'utilisateur, c'est qui va le faire arrêter de scroller. Et moi j'aime bien à chaque fois, et je pense que c'est ça aussi qui a fait un peu la force quand j'étais en freelance et en agence, c'est qu'au lieu de voir une vidéo comme une vidéo, il faut voir un peu la psychologie qu'il y a derrière, tu vois. Genre, bon bref, je vais peut-être un peu loin, mais en gros, quand tu scrolles par exemple sur... faut vraiment se dire, quand un mec il est sur TikTok, ou une meuf elle est sur TikTok, elle est en train de scroller sur son téléphone. Et du coup, la première chose, c'est le hook. Faut pas le penser en mode, ok, comment faire pour avoir le hook le plus pertinent possible. Non, ok, comment je peux faire pour arrêter l'utilisateur qui est en train de scroller sur TikTok, sachant qu'avant, il a vu une vidéo qui est hyper divertissante, un truc de ouf, et là, tu vas essayer de lui vendre ton produit. Donc, c'est pour ça que c'est pas hyper pertinent de vendre ton produit directement. Donc, organique pour moi, les facteurs clés, ça va être le hook. Ça va être le fait d'être clivant dans la vidéo. Donc le fait de générer des débats en commentaire, c'est toujours ça qui, on va dire, rapporte le plus de visibilité, que ce soit à travers ton produit, que ce soit en parlant d'argent. Souvent, encore une fois, ça marche bien, le fait de parler d'argent, de comparer des prix. Nous, on a fait exploser beaucoup de restaurants, tu vois, sur ça. Le fait d'amener quelque chose de nouveau, de parler quelque chose de nouveau ou de l'aborder avec un angle qui est nouveau. L'angle de la nouveauté, il marche vraiment super bien. L'angle du prix, c'est aussi le deuxième le plus puissant qui marche hyper bien en organique, le fait que tu aies quelque chose qui soit pas cher ou qu'il y ait un rapport qualité-prix qui soit hyper intéressant ou justement que tu as un prix qui soit clivant parce qu'il est plus élevé que les autres produits sur le marché. Du coup, ça va générer de l'interaction. Mais en tout cas, le but, c'est toujours d'aller chercher de l'interaction et comme ça, tu génères des commentaires. Mais il ne faut pas que ce soit le seul KPI que tu vises. Il y a aussi le watch time qui est hyper important en organique et en ads, mais en organique aussi. Si tu vas chercher que les commentaires, il y a des vidéos qui aujourd'hui, et les algorithmes sont moins poussés par les commentaires. Donc nous, on a déjà fait des vidéos, exemple, ok, tu as 30 secondes pour deviner tel truc en commentaire, tu vois. Ça marche hyper bien, ça fait énormément de commentaires, ça peut faire du facile 200, 300, 400 commentaires. Mais en fait, la vidéo, elle peut s'arrêter à 8000 vues, tu vois. Donc c'est pas hyper intéressant parce que l'algorithme, il est pas hypé que par le nombre de commentaires. Donc il y a énormément de facteurs qui viennent autour.
En organique, il n'y a pas de règle générale. Il y en a pour l'ADS et l'organique sur la vidéo en général. Et ça, c'est le fait d'avoir un bon acteur. C'est hyper important d'intégrer de l'humain dans les vidéos et c'est pour ça qu'on fait de la vidéo, justement. Mais c'est d'intégrer de l'humain et surtout des bons acteurs. Donc des personnes qui sont à l'aise face caméra. Ça fait, en vrai, vraiment, ça fait 50% de la vidéo. Tu peux avoir un script qui est pas ouf, mais avoir un bon acteur, la vidéo va être exceptionnelle si vraiment c'est quelqu'un Attends, qui, si tu veux avoir, qui est pardon, bon. je répète, si tu veux avoir un bon script, Tu peux ne pas avoir un script de ouf. d'accord, et avoir un bon. Ouais, voilà, D'accord, je me ok. suis trompé Ok. peut-être, mais Non, mais c'est ça. tu peux pas forcément avoir un bon script, mais un acteur de ouf. La vidéo va être mieux Ok. qu'une vidéo bien scriptée, mais avec un mauvais Mais acteur. Mm. Donc, il faut vraiment quelqu'un d'à l'aise à la caméra. À chaque fois qu'on a réussi à percer des trucs sur des marques, c'est des personnes qui sont à l'aise face caméra et pas gênées. Vraiment, c'est des personnes qui sont à l'aise et qui peuvent faire des choses qui sont originales. Ensuite, en organique, nous, comment on fonctionne, je pense, pour aller chercher Parce qu'on se complique souvent beaucoup trop et on va chercher des trucs qui n'ont jamais été faits, des concepts inédits, alors qu'en fait, ça marche pas et ça flop et ça fait pas beaucoup de vues. Alors qu'en fait, si tu vas chercher ce que fait la concurrence, que ce soit dans ton domaine ou énormément éloigné de ton domaine, on le fait aussi souvent, mais voilà, c'est dans les process. Mais voilà, si tu regardes ce que fait la concurrence, tu regardes les vidéos qui pètent, essayes de comprendre quels sont les sujets qui performent. Par exemple, quand tu parles, je sais pas, d'un verre d'eau, tu te rends compte que c'est peut-être en parlant de ce que tu mets à l'intérieur qui va péter, ou c'est peut-être le fait de parler de la matière ou de comment il est constitué. Enfin, j'en sais rien, là, c'est un sujet où je parle loin, mais comprendre quels sont les axes qui font que chez tes concurrents, les vidéos performent. Ou dans d'autres domaines, par exemple, c'est un e-commerce. Comment un e-commerce, tu prends un autre exemple, comment un e-commerce fait? Peut-être c'est avec des micro-trottoirs en présentant le produit, peut-être que c'est en faisant des dégustations si c'est un produit food, peut-être que c'est en faisant de la SMR, enfin, j'en sais rien. En fonction du produit, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que chez tes concurrents, ça performe. Ensuite, en ads, du coup, la différence, c'est que il y a une vraie structure qui est pas vraie en organique. Il y a une vraie structure d'ads qui est hyper intéressante et j'en parle souvent sur LinkedIn, mais en gros la structure d'une ads, du coup d'une publicité, ça va être l'accroche, le hook, qui est toujours hyper important, aussi important en ads qu'en organique. Mais après, la structure de l'ads va être vraiment bien précise. Et sans cette structure-là, en tout cas, ça arrive des fois, tu vois, il n'y a pas de vérité générale, mais c'est dur d'aller chercher des bonnes performances si vraiment tu optimises ça pour de la publicité et c'est pour ça que ça rentre du coup dans du copywriting. Mais souvent, la structure d'une ads, moi ce que j'aime bien dire, c'est le hook. Après, tu as la problématique principale du coup que rencontre la cible. Donc le premier point, c'est vraiment de comprendre la cible, qui est la cible, qui sont les personnes qui achètent derrière et quelles sont ses douleurs aujourd'hui. Exemple, le truc le plus connu, tu vends une formation, voilà, en ce moment tu es mal dans ton CDI, tu te sens mal, tu as un patron qui te parle mal, enfin j'en sais rien, tu vois, c'est les douleurs principales que la cible ressent en ce moment. Ensuite, le but, ça va être la promesse principale, donc ce que va résoudre le produit. Bah voilà, ça tombe bien, j'ai créé l'accompagnement numéro 1 pour accompagner les CDI à transitionner dans l'entrepreneuriat, je dis n'importe quoi. Là, c'est la promesse principale, donc c'est ce que vend principalement ton produit ou ton service, c'est ce que permet. Vraiment la fonctionnalité principale, mais c'est vraiment la promesse, quoi. Ensuite, bénéfice produit. Et tu mixes ça avec les objections, mais ça peut venir en second temps, les objections. Bénéfice produit, c'est tout ce que permet du coup ton produit, ton service. Voilà, tu peux faire ça avec Abi, notre client, tu peux faire des factures en moins de 2 minutes, des devis 100% personnalisés en moins de 30 secondes, il gère toutes tes déclarations URSSAF. Voilà, ça c'est les bénéfices produits de Abi, je connais bien. Tu as les objections, donc tu comptes tes objections, ok, mais je pense que c'est trop cher, ok, mais ça doit prendre trop de temps, ok, mais c'est trop compliqué. Tac, tu contres tout, comme ça tu essaies de rentrer dans la tête de ta cible et d'essayer de contrer ce qu'il pense en amont. Tu finis par de la crédibilité, le nombre d'avis, le nombre d'utilisateurs, voilà tout ce qui peut rassurer, on va dire, des études de cas, des témoignages clients, tout ce qui peut rassurer l'utilisateur qui regarde la vidéo, et tu finis par un call to action hyper important. Et là, ça va être un call to action en organique, par exemple, call to action pour comparer. Ok, dis-moi en commentaire si tu fais ça, identifie un pote qui fait ça. Alors qu'en ads, le call to action, il va être vraiment clique sur le lien pour tester tel produit. Clique sur le lien, tu as 14 jours d'essai gratuit. Ça va être un petit peu plus agressif, entre guillemets, ou en tout cas, tu vas essayer d'aller chercher de la conversion sur ton produit. Donc voilà, c'est un peu la différence sur ces deux. Je sais pas si c'est clair. Très très bonne masterclass. Petite masterclass. Petite masterclass improvisée là. Pour toi, c'est quoi le format qui fonctionne le mieux en 2025 ? Moi je sais que le micro-trottoir ça fonctionne beaucoup en organique. Après c'est bien pour de la visibilité mais pas forcément je trouve pour la conversion, tu vois, tu peux faire 500 000 vues. Enfin je sais pas toi ce que t'en penses mais tu peux faire 500 000 vues, même 1 million de vues sur un micro-trottoir mais ça peut te rapporter peu quoi, tu vois. Donc pour toi peut-être quel est le meilleur format on va dire global qui peut t'apporter de la visibilité et en même temps des personnes qualifiées pour pourquoi pas avoir des ventes. Après ça dépend aussi du produit ou du service mais... Non bien sûr, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, nous déjà dans l'agence je sais qu'on réfléchit quand même s'il y a des formats qui mixent les deux, on réfléchit différemment. On a tu vois des process en organique du coup pour aller chercher de la visibilité et on a des process en ads en publicité pour aller chercher de la conversion et du coup un retour sur investissement. Mais il y a plusieurs formats quand même qui marchent dans les deux. Le micro-trottoir marche bien en organique. Ça dépend des questions, mais pour moi, c'est hyper compliqué d'aller chercher parce que là, ça dépend des produits. Hein. Si c'est un produit qui est hyper visuel, du e-commerce, c'est une boisson que tu fais déguster, oui, un micro-trottoir, ça peut être cool, même en ads. Mais je sais pas, c'est un logiciel de comptabilité comme Abi.
Un micro-trottoir, tu vois, tu vois pas ce que tu peux dire, tu vois, faut aller chercher à la limite les indépendants, essayer de les trier, leur poser une question, est-ce que C'est vous niche, perdez quoi. du temps? Ouais, puis au Ouais. final, t'es trop écarté du sujet, donc c'est complexe. Du coup, le micro-trottoir en ads, moi je le Ouais. conseille pas forcément et je le propose rarement pour les clients parce que c'est trop complexe et il y a des formats bien plus faciles pour aller chercher de la performance. Pour moi, le format numéro un, là je viens d'en avoir un en tête, même s'il n'y a pas de vérité générale, c'est vraiment la comparaison. Et il y a plein de marques qui le font, souvent c'est les top créas qu'on produit chez les marques, mais c'est le fait de comparer. Encore, je reprends l'exemple du verre d'eau, mais pourquoi ce verre d'eau est meilleur que le verre que je tiendrai à côté par exemple? Et là j'ai un verre par exemple à côté qui est en plastique. Et tu compares. Et pour moi, l'angle de la comparaison, que ce soit en organique ou en ads, on a fait exploser des dizaines de marques en organique avec ça, des dizaines de marques en ads. Et tout simplement parce que tu peux comparer, tu as deux produits visuels. Là, tu as le produit A, du coup, qui est le produit de ton client que tu dois mettre en avant. Là, le produit B, qui est un produit industriel, un produit de supermarché, un produit d'un autre concurrent de moins bonne qualité. Et du coup, tu peux comparer les deux. Et en fait, ça permet de faire une vidéo promotionnelle, mais sans promouvoir vraiment ton produit. Par exemple, là, le produit, il coûte beaucoup plus cher, alors que là, il va avoir un rapport qualité-prix beaucoup plus important, enfin, beaucoup plus intéressant. Le bénéfice produit, ici, tu peux faire ça, alors que là, tu peux pas faire ça. Là, tu peux faire ça, là, tu peux pas faire ça. Et en fait, tu peux respecter une espèce de structure d'ads sans qu'on ait vraiment l'impression de respecter ces structures. Donc pour moi, la comparaison, Ok. vraiment, c'est le format à retenir, quoi. Très bien, super. Merci Mathilde. J'avais une dernière question. Dis-moi. Oui, comment tu trouves les inspirations de manière générale, sans Ouais. évidemment trop rentrer dans les détails, mais de manière générale, comment toi tu fonctionnes quoi? Parce qu'en fait, moi, la première question que j'avais, c'est est-ce que par exemple tu vas voir aux US? Est-ce que tu restes en France? Comment tu te positionnes là-dessus, quoi? Yes, alors c'est une bonne question. On a plusieurs process par rapport à ça, justement, dans l'agence. On va pas donner tous les secrets, mais bref, on va donner les grandes étapes. Mais en gros, déjà, il y a plusieurs étapes en gros de rédaction de concepts pour trouver des idées, on va dire. La première, c'est le fait de regarder ce que fait la concurrence. C'est une étape, tu vois. Regarder ce que fait la concurrence, donc les concurrents purs d'un client, par exemple. Donc sur le même marché, que ce soit en France ou aux États-Unis, vraiment tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Il y a des outils pour le voir, la bibliothèque publicitaire Meta, Forplay qui est un super outil, en organique directement sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a pas mal d'outils pour le voir et essayer de comprendre ce que fait les concurrents. Ça, c'est la première technique. Ensuite, pour moi, il y a les inspirations dans le domaine en général. Donc si c'est un SaaS, ce qui se fait dans les SaaS, c'est ce qui perf le mieux en e-commerce pareil, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est la deuxième étape. La troisième étape du coup qu'on a nous surtout, c'est de regarder les formats qui marchent le mieux chez nos clients. Tu vois, on a la force de produire beaucoup de vidéos. Donc, si on accompagne un SaaS, bah, autant regarder les vidéos qu'on pétait pour le SaaS numéro 22 qu'on a Mm, mm. accompagné et de répliquer ça sur le client 23 pour que ça pète. Et forcément, il faut que chaque client, pour moi, profite de cet intérêt cumulé là, on va dire, un peu de notre agence et du volume qu'on produit. Ça, c'est la troisième étape. Et ensuite, pour moi, la quatrième étape qui est aussi intéressante, je check si j'en ai pas oublié, mais la quatrième étape qui est aussi intéressante et que beaucoup oublient, c'est juste le fait et on le met, mais de réfléchir avec le cerveau. Genre, tu vois, non mais c'est vrai, souvent on est matrixé, on se dit, ok, on va regarder ce que fait la concurrence, ok, c'est quoi le meilleur format, ok, là ils font ça sur TikTok, on va faire pareil, mais on va revoir ça. Des fois, en fait, ça vaut le coup, et moi je le fais pour chaque client, tu te poses pendant une 20-30 de minutes, et en fait, tu notes toutes tes idées. Et en fait, tu te rends compte au début, tu es tellement matrixé que les 4 premières minutes, ça vient pas. Tu es là, oh non, faut que je scroll, je vais avoir plus d'idées, faire ci, Ouais. faire ça. Alors qu'en fait, quand tu te poses au bout d'un moment et que tu rentres un peu en état de flow, tu as plein d'idées en fait qui vont venir pour la marque et qui vont être hyper intéressantes. Et du coup, ce sera ni des inspirations, ni des reprises de la concurrence, ce sera juste des idées qui viendront de ta tête où tu mettras des explications et là qui sont hyper pertinentes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et aussi, moi, enfin, cette idée-là, c'est qu'il y a parfois trop de marques, je trouve, qui veulent se dire, on va essayer de hacker l'algorithme, tu Exactement. vois. Mais il faut pas oublier que derrière l'algo, c'est des humains, tu vois. Ouais. Donc moi, je pense il faut plus se baser sur qu'est-ce que les gens ont envie de consommer, Mm. plutôt que l'algorithme, même si c'est lié, tu vois, évidemment. Enfin, l'algo va mettre en avant Mm. ce que les gens aiment. Mais je pense que en termes de process, il faut mieux se dire, ok, qu'est-ce que les gens veulent consommer, plutôt que se dire, ok, comment je vais Ouais. hacker l'algo, combien de hashtags, machin, Ouais, tous les vraiment. trucs qui sont Sont au final inutiles. pas les plus importants, tu vois. Mm. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur ça. Plus il y a beaucoup de marques, ça dépend le niveau de maturité de la marque. S'ils ont Mm. produisent beaucoup de contenu, tu vois, tu vas pas produire de la même manière pour une marque qui met 200 000 euros en ads chaque mois qu'une marque qui met 8 000 euros de budget mensuel, par exemple. Mais une marque, et c'est souvent le cas chez les marques qui mettent pas beaucoup de budget, ils veulent absolument trouver le format gagnant. Ok, c'est sûr, on va trouver notre format, ça va être de l'UGC, tu vois. Mais en vrai, quand tu produis pas beaucoup de formats, c'est pas ce qu'il faut chercher à faire. Ce qu'il faut chercher à faire au début, et c'est ça qu'on permet aussi, mais c'est tester tous les formats. Faut tester à la caméra, faut tester en studio, faut tester fixe, faut tester en extérieur, en appartement, en supermarché, en maison, dans un lieu précis, en fonction de la marque, quelque part.
part. Enfin, tu vois, faut tester tous les types de formats, de l'UGC, des micro-trottoirs, à l'aveugle, de la vue POV. Faut tout tester pour essayer de comprendre ce qui marche parce que chaque marque, souvent, elle a un format qui marche bien. Il faut juste tester suffisamment de créa, il faut accepter d'en tester suffisamment pour comprendre, ok, qu'est-ce qui marche moi pour ma marque, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord avec toi aussi, il faut pas des fois se creuser la tête alors qu'en fait, il y a des milliers de marques qui communiquent tous les jours et déjà le fait de regarder ce qu'elles font, ça te fera déjà décoller au lieu de chercher ton propre format alors que en vrai, il y a des marques qui mettent 800 000 € de budget et qui ont testé tous les formats, tu vois. Ouais, ne pas vouloir réinventer la roue, quoi. C'est important ça, vraiment hyper important. Ok, on passe sur la dernière partie, puis après on va pouvoir clôturer. Sur la partie objectif. Toi, en termes de chiffre d'affaires, c'est quoi ton objectif Ouais, alors j'ai un objectif que j'aimerais bien atteindre. C'est un objectif qui est hyper ambitieux, mais bon, j'ai toujours fonctionné comme ça un peu dans ma vie et je me dis qu'en me fixant des objectifs surambitieux, même si tu les rates, bah, ça permet de faire des choses qui sont cool, tu vois, parce que tu as fait des objectifs que dans tous les cas, tu pensais pas atteindre. Du coup, avec les projections de l'année, pour l'instant, on est mal parti, mais on est quand même bien parti, tu vois. Mais on est mal parti pour atteindre cet objectif-là, qui est un objectif énorme. C'est que moi, j'aurais bien aimé dépasser les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année avec l'agence. C'est un objectif qui est énorme, surtout par rapport à mon niveau de développement. Et surtout aussi, ce qui ralentit un peu le truc, c'est que j'ai pas envie et je pense que tu connais le truc, tu vois, mais de mettre en avant ou de miser sur la croissance au détriment de la qualité de ce qu'on livre aux clients ou au détriment du bien-être des équipes. Et c'est souvent le cas, tu vois. Donc, c'est ce que j'allais dire. Le but, c'est d'aller en temps et en heure, de maximiser la chose pour aller vite parce que c'est le but, tu vois, de développer comme il faut, de le faire bien, de mettre des process en place pour que ça accélère la productivité de chaque membre dans la team et du coup d'aller chercher des gros objectifs. Mais voilà, l'objectif, c'était 2 millions. Est-ce qu'on va les faire ça va être très compliqué, mais est-ce qu'on va faire quelque chose de bien? Ça, du coup, c'est sûr. Quand tu as un objectif aussi haut, en fait, tu es obligé, tu vois, quand tu as un objectif à 2 millions, tu vas forcément dépasser le million. Alors que quand tu as un objectif à 1 million, tu peux peut-être ne pas le dépasser, tu vois. Forcément. Autre question aussi, est-ce que tu comptes lancer d'autres business ou tu veux rester dans la vidéo Après, là, c'est plus long terme, hein, mais... Ouais, je vois très bien. Bah, dis-toi, j'ai un objectif justement dans l'année 2025, à voir si je le fais ou pas, mais j'ai un objectif, c'est le fait de ne lancer aucun autre business, genre. C'est vraiment ça, tu vois. Le but, c'est vraiment pas de m'éparpiller. Moi, j'ai un business qui marche, un business que j'aime, avec une équipe que j'aime, des clients que j'aime, des process que j'aime. Donc, le but pour moi, ça marche. Je vois pas pourquoi. Et la vidéo, ça va pas se stopper, même s'il y en a qui disent imagine dans 2 ans, ça. Oui, mais bon, il y aura toujours de la vidéo. Enfin, en vrai, c'est comme la photo, ça va toujours exister, ça existera toujours. Il y a toujours des agences de photos qui vont se faire de l'argent et qui vont fonctionner, qui vont être en croissance toute l'année. Mais voilà, non, le but, c'est vraiment d'aller chercher du développement sur l'agence, de pas se défocus, de se concentrer sur ça, de bien délivrer chaque client et de faire quelque chose. Et moi, je pense qu'on est à j'aimerais bien, mais à 1 millième du développement, tu vois, qu'on peut avoir. Et j'aimerais bien un peu creuser ce truc. Et là, aujourd'hui, on est sur la vidéo verticale, on est quand même très très bien placé, mais être vraiment l'agence numéro 1 en vidéo. Et quand tu veux une vidéo, peu importe le format, que ce soit un format hyper travaillé, hyper quali, bien produit, grosse production, ou un format hyper facile, simple, faire l'iPhone en 2 minutes, mais qui performe en ads, que vraiment la marque, elle veut des vidéos, elle vient nous chercher, quoi. Voilà. Ok. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, du coup? Encore 5 ans, ça va, j'ai pas dit 10 ans, mais... c'est dur à dire, en vrai, dans 5 ans, j'aurai 25, 26 ans. C'est dur à savoir, en vrai. Moi, je pense vraiment... tu sais, au jour le jour, je pense pas. J'ai pas de projection sur 5 ans. Franchement, j'ai des objectifs sur l'année, mais c'est dur, juste histoire d'être drivé par quelque chose cette année. Mais j'ai vraiment des objectifs à la semaine ou au mois et je fonctionne vraiment comme ça. Ok, ce mois-ci, je veux faire ça, tant de chiffres, être tant dans l'équipe, recruter telle personne. Et je vois pas trop sur 5 ans, tu vois. Je pense on peut me réserver plein de trucs. Ce projet demain peut peut-être décliner et pas forcément être en croissance comme je le pense. Comme il peut exploser. Dans 5 ans, je peux avoir la plus grosse agence en vidéo en France. Comme ça peut peut-être se déporter carrément aux États-Unis parce que ça performe hyper bien. Comme je peux peut-être être racheté par un énorme groupe parce que ça performe. J'en sais rien, tu vois, c'est trop dur de le dire. Du coup, dans 5 ans, je sais pas. Le seul truc que je veux, c'est. Et c'est toujours comme ça, tu vois, mais c'est de être peut-être. Avoir un équilibre peut-être un petit peu plus. Normal ou équilibré, on va dire, au niveau vie perso, vie pro. Mais aujourd'hui, en vrai, moi, je suis heureux comme ça. Donc, non, juste rendre fier mes parents. En fait, tant que j'ai un environnement comme j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que mes proches sont en bonne santé, que ma famille est en bonne santé, qu'elle me soutient, que je peux leur offrir des choses. Si je suis toujours dans ce mood de croissance-là, tu sais, ça me challenge aussi et je me vois pas demain me lever en me disant ok, j'ai plus rien à développer, j'ai plus l'agence, tu vois. Vraiment. Bon Mathis, merci beaucoup d'avoir apporté autant de valeur sur ce podcast. Moi, j'ai une dernière question que je pense que je vais poster à chaque podcast, c'est quelle personne t'aimerais voir à ta place pour le prochain podcast? Ouais, alors, en pensant que quand même c'est plutôt la vidéo et le monde des agences, je pense que tu connais, mais je pense à un profil comme Célian Frey.
ça peut être intéressant. Agence de motion design, il est jeune aussi, donc ça peut inspirer du monde à se lancer. Je pense que ce serait intéressant. Il a des process à délivrer. Il a un service quand même qui est bien différent du nôtre. Tu vois, c'est de la vidéo en motion. Donc pareil, c'est d'autres process, c'est un autre business. Donc non, je pense que ça peut être intéressant de l'inviter pour qu'il nous partage un peu. Puis même, il a en vrai, tu sais, comme LinkedIn, il a été beaucoup visible. Pas mal de choses intéressantes, je pense, avec lui. Donc profil à creuser, intéressant, je pense, à inviter en podcast. Mais en tout cas, merci à toi. J'espère que ça t'a plu, que j'ai bien répondu aux questions et que ça plaira à ceux qui regardent la Franchement, vidéo. super. J'espère que vous avez surtout appris des choses, c'est vraiment le plus important. Ouais. Puis évidemment, si vous avez des besoins en vidéo, Mhm. n'hésitez pas à contacter Mathis et moi qui rédigerai vos Ouais. scripts. Bien Donc entouré, bonne voilà, et équipe. je mettrai tous tes liens, évidemment Ouais, très bien. LinkedIn, Instagram, t'es un peu moins Un présent, peu moins, mais je peux le mettre. Ouais. mais je te mets Instagram. Après, il y a quoi comme réseau? TikTok, t'as LinkedIn, pas? Instagram, non, LinkedIn, Instagram, très LinkedIn, bien. Instagram, c'est très bien. Ouais, Donc parfait. voilà. Et je vous mettrai aussi mes réseaux Instagram et évidemment YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera, je sais pas, peut-être un podcast ou alors plus une Mm. vidéo face caméra de moi qui vous apporte de la valeur. Donc voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci à tous.
comment tu gères le fait de gagner autant d'argent, tu vois? On a fait exploser des dizaines de marques en organique avec ça, des dizaines de marques en ads.